Bonjour à tous et merci mesdames, messieurs de nous faire l'honneur d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. L'actualité cette semaine a encore été marquée par les sittings des malades insuffisants rénaux à Yaoundé. Depuis plusieurs semaines en effet, ces patients font face à d'énormes difficultés pour accéder à leur traitement. Problème, les formations sanitaires font régulièrement face à des pénuries des kits de dialyse. Cette semaine encore, et malgré l'annonce de l'arrivée d'un nouveau stock, ces malades ont manifesté à Yaoundé pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié de fausses promesses du ministre de la Santé. Une situation qui a suscité une sortie virulente d'un élu du peuple cette fin de semaine dans la presse. L'honorable Jean-Michel Ninchen, député SDF, a indiqué que cette crise était un crime d'État, appelant à la démission des responsables. On en parle dans cette édition de Droit de réponse. L'actualité cette semaine, c'est encore et surtout, c'est aussi donc ces doutes et ces peurs qui planent sur l'organisation de la CAN 2019, la Coupe d'Afrique des Nations. Face à la presse en début de semaine, le ministre des Sports a essayé de rassurer l'opinion publique et les nombreux observateurs qui doutent de la capacité du gouvernement à réussir le pari de l'organisation de cette compétition. Une sortie du ministre des Sports qui a été diversement appréciée dans la presse. La pression est encore plus grande avec les dernières réformes annoncées par la CAF à l'issue donc de son comité exécutif. La CAN, nouveau look, sera imposé dès 2019 aux pays organisateurs. Un ensemble de choses qui font dire à certains que pour l'organisation de la CAN 2019, le Cameroun est peut-être hors jeu. Enfin, la presse a encore parlé de cette affaire cette semaine. Après plusieurs jours de bras de fer, l'Église catholique a décidé de réceptionner le corps de l'évêque de Bafia, non sans annoncer d'éventuelles batailles judiciaires pour faire la lumière sur cette affaire. Une posture des évêques vers laquelle penche également la famille biologique de Monseigneur Bala. Pour un certain nombre de journaux, en agissant ainsi, la conférence épiscopale a tout simplement reculé et l'on assisterait peut-être là à des plaintes de la diversion. Voilà donc les sujets retenus pour cette édition de Droit de réponse. Mais avant de faire connaissance avec nos panélistes, je vous invite à suivre la revue de presse. Et ce dimanche, ce sera avec vous, Donald Anyouzoua. Bon dimanche à vous. Bonjour Albertine Bidjaga et merci de me passer ce sujet. Il s'agit bel et bien de la revue des Unes parvenue à notre rédaction tout au long de cette semaine. Et la presse est longuement et abondamment revenue sur la nouvelle affaire, sinon l'affaire Monseigneur Cléda, la nouvelle expression dans sa parution du 18 juillet 2017 parlant du décès de Monseigneur Bala, titre en sa une, ambiance électrique à l'hôpital général de Yaoundé. L'épiscopat s'était réuni en ces lieux pour identifier le corps et réceptionner la dépouille de Monseigneur Bala. Au cours de cette cérémonie d'identification, l'on a pu percevoir comme un air de désaccord entre Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, et Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé. Mais il n'en était rien suivant le démenti du service de communication de l'Église catholique qui a par la suite publié le communiqué qui fait savoir que la conférence épiscopale nationale du Cameroun entend se constituer partie civile et envisage porter plainte contre X pour assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Au sujet de cette plainte, le quotidien Info Matin pense qu'en acceptant enfin de réceptionner le corps, non sans fixer la date des obsèques, du 2 août au jeudi 3 août, l'Église catholique du Cameroun doit désormais se taire. Et s'il y a un qui n'a pas gardé sa langue dans sa poche, c'est bien le docteur Jean-Paul Oum, présenté comme un compagnon de longue date du défunt. Le docteur Oum, dans les colonnes de la Nouvelle Expression, s'est dit révolté en entendant la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre qui, le 4 juillet, a conclu à une thèse plus proche de la noyade en rendant compte du rapport de la deuxième autopsie effectuée par les experts internationaux sur la dépouille de Monseigneur Bala. Pour le docteur Oum, Monseigneur Bala a été assassiné et il faudrait bien que la justice soit faite à ce sujet. Et c'est dans la foulée de cette actualité, autour du décès de Monseigneur Bala, que le président de la République a offert une enveloppe d'environ 2 millions de francs CFA aux pêcheurs qui ont accompagné les pompiers dans la recherche du corps de Monseigneur Bala. Qu'en sera-t-il du pêcheur malien, s'interroge la Nouvelle Expression, véritable héros de cette trouvaille. Sera-t-il bénéficiaire du million présidentiel? L'avenir nous le dira. La presse cette semaine s'est intéressée à la crise de dialyse et c'est le député Jean-Michel Nietzsche qui donne la répartition par centre hospitalier des 3,8 milliards de francs CFA
que l'État a prévu chaque année pour la prise en charge des malades. Le député STF à l'Assemblée nationale, dans une tribune à lui offerte par la Nouvelle Expression, martèle que rien ne justifie la tragédie que ces patients vivent en ce moment et exige que les responsables rendent compte. Le journal Mutation, au sujet des centres d'hémodialyse, donne aussi la parole à l'honorable Nietzsche. Le député indique que la somme de 3,8 milliards a été prévue dans le budget de l'État 2017 pour l'équipement des unités de personnes souffrant d'insuffisance rénale. D'après le parlementaire, cette dotation permettrait d'acquérir 95 000 kits. Le journal Mutation, pour équilibrer son information, est revenu sur les dernières déclarations du ministre de la Santé. Pour le journal Le Messager, s'agissant de la crise d'hémodialyse, parle donc de mafia autour des kits d'hémodialyse. Et c'est encore l'honorable Nietzsche qui entretient les lecteurs sur ce qu'il qualifie de crime d'État, parlant de la souffrance des personnes malades. L'organisation de la CAN était aussi au menu des journaux cette semaine. Cette organisation de la CAN donc est aussi au menu de l'actualité cette semaine. Et c'est Cameroun Tribune qui fait savoir dans sa une du 19 juillet qu'il n'y a pas d'inquiétude. Le quotidien gouvernemental s'appuie sur les déclarations du ministre des Sports qu'au cours d'une conférence de presse a rassuré l'opinion quant à la détermination du gouvernement à tenir ses engagements alors que les chantiers se poursuivent. Pour Bidounkpat, les infrastructures seront prêtes 3 mois avant la compétition. Par contre, le journal Info Matin, parlant de la CAN 2019, fait savoir que Bidounkpat rassure sans convaincre. Pour ce journal, le ministre des Sports a tenté d'étouffer sans grande conviction le flot de critiques autour de l'impréparation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mutation, pour sa part, pense que ça se complique pour le Cameroun, s'agissant de la CAN 2019 et la récente sortie de la Confédération africaine de football qui fait savoir que le nombre d'équipes participantes pourrait passer de 16 à 24. La revue à la hausse des infrastructures est aussi mentionnée. Mutation propose donc à ses lecteurs des réactions diverses à ce sujet. Merci Donald Agnozoa pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Merci, bon dimanche Albertine. Ces sujets et bien d'autres seront donc au menu de ces débats. À dimanche. À dimanche. À présent donc on fait le point des panélistes qui nous accompagnent pour cette édition de Droit de réponse. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous ce dimanche Maître Charles Tchoungan, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, bonjour à mes co-panélistes et à vos téléspectateurs. Alors vous êtes avocat au barreau du Cameroun, surtout ancien bâtonnier, vous avez été à la tête de l'ordre entre 2006 et 2009. C'est exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous d'être là. Faustin Djikam, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine, bonjour à tous les panélistes, particulièrement au bâtonnier Maître Tchoungan que j'ai le bonheur de retrouver sur ce plateau. Vous êtes journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous Alain Djipou, bon dimanche. Bonjour Albertine, merci pour l'invitation que vous m'avez faite encore une fois. Je voudrais dire merci à ce panel. C'est pas tous les jours qu'on a un cocktail explosif qui va enrichir probablement votre débat aujourd'hui. Et vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite en ce dimanche où tous les fils du Saint-Esprit sont avec nous dans ce studio. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce dimanche également avec nous, professeur Charlemagne Mesanga-Mding. Bonjour à vous. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Et surtout, je voudrais vous dire merci une fois de plus pour cette invitation. Parce qu'il a vraiment fallu être là. Je voudrais saisir cette opportunité, je dirais triste par rapport au décès de la mère d'un ami, le gouverneur de la région du littoral, pour lui adresser à sa famille mes vives condoléances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, sociopolitiste, enseignant à l'IRIC. Vous êtes surtout chef du département de l'intégration et de la coopération pour le département de l'intégration et de la coopération, donc à l'IRIC. Vous êtes également membre du comité central du RDPC, membre titulaire en fait. Oui, et je vous avoue que je suis fier d'être au RDPC et chaque fois quand j'ai l'opportunité de le dire, je voudrais remercier le président de la République parce que lorsqu'il fait personnellement appel à moi au comité central, j'ai ce qu'on appelle les militants de la toiture, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une cellule, un comité de base ou une section qui s'en sont offusqués. Mais ils n'ont pas compris une chose, le président voudrait avoir à côté de lui des gens qui maîtrisent au moins l'idéologie du parti.
Alors, le temps est donné. On va y aller rapidement, mais d'abord, je vais vous inviter, cher monsieur, à réagir sur quelques sujets d'actualité arrivés en fin de semaine. D'abord, cette affaire à l'église évangélique du Cameroun. Nous avons longuement parlé de ce sujet sur ce plateau. Il y a un rebondissement. Nous nous souvenons que le 22 avril dernier, donc, les chefs traditionnels Sawa annonçaient le schisme du peuple Sawa de l'église évangélique pour protester contre l'élection d'un nouveau pasteur à la tête de cette congrégation religieuse. 3 mois après, et après des mouvements d'humeur et plusieurs audiences, puisque l'affaire a été portée en justice, on a appris vendredi que le tribunal de grande instance de Fourie a décidé de suspendre donc les effets du processus électoral ayant conduit à la désignation de ce nouveau bureau, suspendu également toute prise de fonction de ses dirigeants. Faustin Dikam, première réaction à cette décision de justice. Je rappelle que vous êtes ancien d'église, l'église évangélique du Cameroun. Ben écoutez, l'église évangélique du Cameroun est sereine. Il arrive des moments où même dans votre propre maison, vous avez des problèmes avec vos enfants. Vous allez même jusqu'au tribunal, mais après vous finissez toujours par vous entendre. Donc pour être sérieux, il est constant que le bureau élu actuel de l'église évangélique du Cameroun est au travail. Il est aussi constant qu'une décision a été prise au niveau du tribunal visant la suspension des activités de ce bureau. Mais c'est une décision qui est attaquable sur tous les points. Et je vous assure que ce n'est pas fini. C'est une décision qui est attaquable tant dans la forme que sur le fond. Et les spécialistes de droit vous diront que lorsque une décision est prise ainsi, on ne peut pas directement verser dans l'euphorie et l'agitation telle que je vois les uns et les autres faire. Le procès ne fait que commencer. Voyez-vous? Et ce qui se passe à l'église évangélique du Cameroun aujourd'hui n'est pas nouveau. À l'heure où je vous parle, le président élu de l'église évangélique du Cameroun est en train de travailler. Ça veut dire que les églises sont en train de fonctionner. Ça veut dire que ce dimanche, si vous allez à Douala, si vous rentrez dans la ville de Douala, vous verrez bien qu'il y a des pasteurs qui sont à leur poste et il y a des fidèles qui sont venus écouter la parole de Dieu. Il reste quand même que le bureau mis en place ne pourra pas prendre fonction. Ben, le bureau a même déjà, il y a déjà eu passation de service. C'est ce que je voudrais vous préciser depuis longtemps. De quoi ça fait? C'est depuis le 19 juillet que la passation de service a eu lieu. Toutes les clés ont été remises au bureau élu, que ce soit les clés du bureau du président général élu, que des chéquiers même remis à la trésorière. Donc moi je pense que dans cette affaire, nous devons rester calmes et attendre que la justice donne tous ses verdicts. Mais je vous assure que le bureau élu est prêt et il va attaquer cette décision qui a été prise, je crois, d'ici 24 heures. Et vous verrez bien que il y a ce que le feu pasteur, président Fouchivé, appelait dans l'église des pasteurs sans robe et des robes sans pasteur. Et c'est regrettable. Alain Djipou, sur cette affaire de l'église évangélique du Cameroun, est-ce qu'on peut considérer, au point où on en est, que les revendications du peuple Sawa étaient quelque peu fondées avec cette suspension annoncée par la justice en fin de semaine? Bon, il faut faire attention et savoir raison garder à un moment donné. Ce n'est pas une bataille qui concerne une ethnie, hein, en ce qui me semble. En fait, pour revenir sur ce qui s'est passé jeudi, c'est que les juges de référé ont pris une ordonnance, justement, vous l'avez rappelé, qui suspend les effets du processus électoral au sein de l'église évangélique et la prise de fonction du bureau général mis en place. Ça se fait en minutes, l'exécution se fait sur minutes. Et il se trouve que après, n'est-ce pas, cette ordonnance, les avocats de l'église évangélique se sont saisis de l'affaire et puis ont introduit déjà un recours pour demander au niveau de la cour d'appel à ce que cette ordonnance-là soit rapportée. Donc je crois que c'est là l'intérêt, n'est-ce pas, de cette bataille juridique qui s'annonce aujourd'hui, à savoir si un tel recours est suspensif des effets de droit ou pas. Je crois qu'on a d'éminents juristes sur ce plateau qui vont nous éclairer là-dessus. Et de mon point de vue, dire qu'aujourd'hui, avec cette première ordonnance qui est attaquée déjà, c'est la victoire d'un peuple issu des eaux du Cameroun, ce serait peut-être aller un peu trop vite en besoin, parce que le fond du problème ne concerne pas une bataille entre Bamileke, Sawa, Bamou. C'est tout simplement parce que... Vous croyez vraiment qu'il s'agit peut-être de ça?
Je vais vous dire, l'église évangélique est une grande entité qui est fondée sur 3 grands groupes sociologiques, à savoir d'un côté les Sawa, les Bamileke et les Bamou. Il se trouve tout simplement qu'à un moment donné, on a eu des démocrates qui n'ont pas accepté le verdict des urnes et ont estimé que les consultations électorales de Ngaoundé n'étaient pas tout à fait régulières. Bon, toutes choses qui sont d'ailleurs prévues par les textes fondateurs de l'EEC. On n'avait pas besoin d'aller dans les tribunaux pour trancher ce contentieux post-électoral. On aurait pu tout simplement s'appuyer sur les textes de l'Église pour régler ce litige-là. Sauf que toutes les parties ne s'entendent pas justement sur cette. Est-ce que je réagis rapidement? Ce n'est pas. Oui, très rapidement, je voudrais dire qu'un contentieux qui est interne à une organisation religieuse comme l'EEC ne devrait en principe pas se retrouver devant les tribunaux. Parce qu'il y a toutes les institutions en place au sein de l'Église évangélique du Cameroun qui auraient pu régler ce problème. Mais maintenant, ceux qui ont choisi d'amener l'Église dans la rue, toutes les conséquences, ils vont les assumer. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que ceux qui n'ont pas porté plainte, et je veux parler des prétendus laïcs Bamoun engagés, dont on entend parler ici et là. Ils n'ont porté plainte nulle part, mais ils sont en embuscade et ils font de l'activisme. Il faut que cela s'arrête. On n'est pas dans une église qui est construite sur du sable mouvant. L'église évangélique du Cameroun est bâtie sur du roc. Il y a des tests. Bon, les gens peuvent maintenant aller dans les tribunaux, mais il faut savoir qu'après le tribunal des hommes, il y a le tribunal de Dieu qui les attend. Alors, Maître Charles Toungan, comment est-ce que vous appréciez cette décision rendue par le tribunal de grande instance de Vouri, cette suspension qui est une mesure provisoire, d'après ce qu'ont dit les juges, mais qui est déjà critiquée par certains juristes qui estiment qu'elle représente peut-être une violation de l'interdiction cardinale qui est faite aux juges de référer de ne pas préjudicer au fond. Comment est-ce que vous appréciez? Écoutez, je voulais d'abord rétablir la validité procédurale pour dire que le tribunal de grande instance n'a rendu aucune décision. Le tribunal de grande instance du Vouri a été saisi par une assignation en annulation des résolutions prises à Ngaoundé. Et puis, secondement, alors que ce juge, qui est le président de la grande instance, qui a plus de pouvoir, et tous les pouvoirs que le juge du tribunal de première instance, alors qu'il était saisi du contentieux au fond, s'est vu un peu doublé. Ils sont repartis voir le juge des référés, qui est un juge du provisoire, qui effectivement doit préjudier au fond, qui, alors que le juge du fond a été déjà saisi, s'est cru devoir décider, n'est-ce pas, qu'il faille suspendre ces résolutions et empêcher l'installation d'un bureau au demeurant déjà installé. Ce que je voulais dire, c'est que ce que j'observe, c'est que la propension des groupes de pression au Cameroun à instrumentaliser la justice pour régler des questions évidentes, c'est-à-dire des questions que tout le monde voit qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un juge, commence à inquiéter, doit pouvoir inquiéter les Camerounais. Il faut qu'on cesse, chaque fois qu'on a tort, d'aller instrumentaliser la justice pour se donner raison. Voyez-vous, nous avons suivi, comme tout Camerounais, je ne suis pas membre de cette église, en tant qu'observateur, j'ai bien vu que ces assises se sont déroulées, qu'au départ il y avait 5 candidats, qu'on en a éliminé 3, que 2 se sont maintenus, que les 2 ont accepté d'aller aux élections. Et à la fin de l'élection, j'ai vu des images où les 2 se congratulaient et j'entends encore le perdant dire qu'en fait, il va apporter tout son soutien au vainqueur. Et je ne comprends pas que subitement, des autorités traditionnelles s'érigent en juges, n'est-ce pas, de la saouité. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans cette zone culturelle, mais ils me disent souvent que les Sawa, ils partent, n'est-ce pas, du nord de la Sierra Leone et on les retrouve vers l'Angola. Est-ce que le territoire de ce grand peuple de l'eau aurait diminué tout simplement parce qu'il faut absolument diriger une église de Jésus? Il faut faire attention. La loi de 1905 qui règle la question de la séparation des églises et de l'État fait en sorte que chaque fois que les institutions étatiques doivent intervenir dans ces questions-là, il faut absolument à chaque fois en référer au ministère de l'administration territoriale qui est le juge, n'est-ce pas, des églises chez nous. Donc par conséquent, moi je considère que pour cette décision qui est une décision de référé,
par définition provisoire, j'apprends qu'elle a été attaquée. Donc, je suppose que les conseils de l'Église ont dû demander que cette décision soit sursis à exécution. Il faut donc attendre que la loi des hommes s'exprime sur les questions qui ne relèvent pas. Juste avant de passer, lorsque vous dites qu'on instrumentalise la justice, ça veut dire que la justice, elle est très fragile. Elle est facilement influençable. Écoutez, j'ai écrit un ouvrage là-dessus. Je pense que je suis suffisamment attaqué sur mon ouvrage de l'impossible justice au Cameroun. L'accès au droit, l'accès à la liberté, l'accès à la justice au Cameroun est de plus en plus problématique. Lorsque vous regardez nos palais de justice et les dossiers qui s'y passent, on a parfois comme l'impression que la justice n'est pas du tout du côté où la vérité est. Et que la pression judiciaire finit toujours par pencher du côté où il y a la pression amicale, sociale, tribale, financière, voire politique. Et l'on s'interroge sur la neutralité de notre système judiciaire qui aurait dû être l'arbitre des conflits en société. Parce que la justice n'est pas là pour créer des difficultés aux citoyens. La justice est là pour apaiser, pour réconcilier et pour rétablir ceux dont les droits ont été omis et violés dans leurs droits. C'est ça une justice. Mais voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, quand vous interrogez les Camerounais, ils ont de plus de mal à vous dire, lorsqu'ils ont un conflit, je viens en justice. Ils préfèrent régler leur conflit au village, à la maison, dans les entreprises, en arbitrage, que d'aller voir l'autorité judiciaire. Parce qu'il y a une crise de confiance réelle du système auquel j'appartiens. Moi, j'en suis membre, donc je suis également comptable de ces dysfonctionnements-là. Alors, ce sera un autre sujet pour vous, professeur Sangayamding, avant de prendre ce qui nous intéresse principalement ce dimanche à l'international. Donc, Guillaume Soro qui demande pardon à Laurent Gbagbo au moment où l'on annonce qu'il est de plus en plus esselé en Côte d'Ivoire, mais également la CPI refuse cette liberté provisoire qui était attendue et dans un contexte de mutinerie en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que vous analysez tout cela en tant qu'enseignant à l'IRIC, des questions internationales? Un commentaire peut-être sur cette actualité à l'international brûlante? Alors, ce qui est bien, c'est que nous restons toujours dans le champ de la justice. Et là, nous passons de l'échelle nationale à l'échelle internationale. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de justice, on parle du droit, aussi bien à l'échelle interne qu'à l'échelle internationale. Il aussi autour de deux points très importants. Le premier point, c'est l'écriture juridique. L'écriture, c'est-à-dire quand on adopte les lois, on a vu dans quelles conditions, à partir du traité de Rome, où les États africains se sont engagés, que malheureusement, à l'échelle internationale, les Européens, il faut le dire ainsi, les grands, les super grands, ont fait de la CPI un instrument qui devait régler les comptes à certains chefs d'État africains. Même si je ne suis pas contre la CPI, il faut le dire, au regard de ce qu'on a connu en Afrique, les horreurs que nous avons connues dans certains pays africains, il faut dire malheureusement, quand on voit ce que a posé comme acte un George Bush ou encore un Nicolas Sarkozy et bien d'autres, on peut se poser des questions sur le fondement même de la validation de la mission de cette institution. Alors le deuxième problème concernant ce pardon, vous allez voir bien le lien avec la posture affichée par M. Soro, c'est l'interprétation maintenant même de ces lois. Vous verrez qu'à l'échelle interne, pour faire une transition avec ce que venait de dire brillamment Maître Tchunga, je voudrais dire que aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle interne, les juges ont deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord qu'on valide des lois qui ne correspondent pas toujours à la réalité sociétale. Quand il vous dit qu'on va par exemple régler les problèmes au village où il y a la justice populaire, c'est parce que le législateur lui-même, quand il valide les lois, il ne se pose pas la question de savoir si ces lois sont en conformité avec nos réalités sociétales. Le deuxième point, je termine là-dessus, c'est l'interprétation de la loi. Et là, il faut avoir parfois le courage de dire qu'il y a parfois soit la fantaisie, soit l'incompétence. Moi, j'ai effectivement, en tant que professeur de droit public aussi, j'ai été parfois, et je l'ai observé dans certains tribunaux, je vous prends un cas tout banal, un juge qui requalifie, par exemple, les faits lors d'une audience, il ne prend pas la peine de recommencer. Moi, j'ai connu ça avec beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Il y a des juges qui vous disent qu'ils sont juges. Je l'ai vu par exemple à Yabassi. Ils vous requalifient un fait et ils ne recommencent pas la procédure. Et ça vaut annulation.
tout acte qu'il pose devient nul. Ou alors on vous dit que les gars sortent de l'ENAM, les gars sortent d'ici, les gars sortent là. Et c'est l'insolence de ces gars que nous formons au droit, hein, qui malheureusement, une fois sur le terrain, sont suivis par l'argent, par l'insolence, par le mépris. Même si à côté, il faut reconnaître qu'il y a de très bons juges. Alors concernant M. Soro, je termine là-dessus, je pense qu'il s'agit d'une stratégie à l'effet de montrer que les initiatives de paix de monsieur le président Ouattara ne tiennent pas. Vous avez vu que monsieur le président Ouattara a initié une certaine médiation. Mais monsieur Soro, qui se sent en danger avec l'arrivée de Bakayoko comme ministre de la Défense, veut dévancer effectivement monsieur Ouattara à l'effet de montrer que la conciliation ne doit pas se faire entre les personnes d'un même camp. Il a demandé pardon à monsieur Ouattara et il a eu le courage de demander pardon à monsieur l'ancien président Gbagbo. Moi je dis qu'il faut saluer cela. C'est aussi ça qu'on appelle la stratégie. Alors, merci à vous d'avoir réagi à ces sujets. C'était également l'actualité cette semaine. On y va donc avec le premier arrêt de ce débat, la crise de dialyse au Cameroun. Depuis plusieurs semaines, je le disais, les malades insuffisants rénaux manifestent dans des formations sanitaires pour réclamer des soins. L'hôpital général de Yaoundé est l'épicentre de ces mouvements d'humeur qui, depuis quelques temps, cette semaine, un élu du peuple a réagi dans la presse, une sorte de tribune libre, donc, l'honorable Jean-Michel Ninche du SIF, Alain Djipou, ce n'est un secret pour personne, vous êtes personnellement touché par cette maladie, donc l'insuffisance rénale. Vous avez suivi tout le déroulement de cette actualité dans la presse cette semaine. Est-ce que quand l'honorable Ninche dit que c'est un crime d'État, vous trouvez l'expression appropriée à la crise que l'on traverse, ou alors c'est un peu fort? Moi, je crois que c'est conforme à la réalité. Je voudrais dire que la sortie de l'honorable Ninche a jeté un pavé dans la mare pour indiquer tout simplement que, effectivement, depuis un certain temps, si vous suivez régulièrement l'actualité dans les formations hospitalières dites de référence chez nous, il y a une sorte de crise qui secoue, n'est-ce pas, ces formations-là. C'est que les malades d'insuffisance rénale sont en proie à une prise en charge devenue de plus en plus compliquée du fait, n'est-ce pas, de l'insuffisance des matériels nécessaires matériels et consommables de dialyse. En fait, qu'est-ce qui se passe? La norme voudrait que nous, malades d'insuffisance rénale, nous soyons pris en charge 3 fois, que nous fassions des séances de hémodialyse 3 fois par semaine. Ça, c'est la norme. Or, il se trouve qu'au Cameroun, compte tenu d'un certain nombre de la conjugaison de certains facteurs, de la conjugaison, n'est-ce pas, de certaines conjonctures, on est réduit à 2 séances de hémodialyse. Ce qui n'est pas normal. Maintenant, avec l'entrée en scène de la pénurie des kits justement, qui torpille la programmation dans les différents services d'hémodialyse contre le pays, ça fait donc que les malades sont réduits à une seule séance hebdomadaire. Et vous voyez, dans la foulée, plusieurs sont tombés sur le carreau, plusieurs ont du mal à tenir, et finalement, on a le sentiment que la sortie du député vient comme pour secouer un peu le cocotier, parce qu'on sait très bien que ces centres hospitaliers de référence bénéficient des subventions de l'État. On a parlé de 3,8 milliards de francs CFA, ne serait-ce que pour la prise en charge de l'insuffisance rénale. Et c'est pour cela qu'on s'interroge de savoir si cet argent-là, si ce budget-là qui est alloué chaque année est utilisé à bon escient dans l'esprit, dans le sens de pouvoir subvenir aux besoins de prise en charge des malades. Alors, professeur Chalmaï Msangamding, comme le rappelle Alain Djipou, l'on apprend, ou alors il rappelle cette semaine dans la presse, l'honorable Ninche, qu'une enveloppe budgétaire globale de 3,8 milliards a été de subventions de l'État, donc a été prévue cette année pour les centres d'hémodialyse au Cameroun, dont 700 milliards, par exemple, pour le centre d'hémodialyse à Yaoundé. Je le disais, c'est l'épicentre des mouvements cette semaine. 700 millions. 700 millions. 700 millions, oui. 700 millions, je voudrais dire, 700 millions, voilà. Alors, l'honorable Ninche parle de mauvaise gouvernance pour expliquer la situation que l'on traverse, cette crise. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous êtes d'accord
avec cette façon de voir les choses? D'abord, il faut dire que l'honorable Nithieu, que je connais très bien, qui est un ami. Vous savez, au Cameroun, on n'est pas habitué à voir des personnes de partis opposés être des amis. Nithieu, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il est dans son rôle d'homme politique. Il est dans son rôle. Voyez-vous, lorsqu'il parle de crimes d'État, j'ai suivi encore ça lors de la revue de la presse. À mon temps, moi, j'ai parlé de criminalisation de l'État. Vous savez, le crime d'État, en droit, sous le contrôle de mon ami Tchungang, qui est ici, le crime peut être prémédité, ou alors volontaire ou involontaire. Ça veut dire que l'État a des missions régaliennes. On parle quand même de 3 milliards, et je connais l'attention que le président de la République, Paul Biya, que moi je soutiens politiquement dans son action, mais dans la mise en œuvre, on voit bien que cette action est torpillée une fois de plus, parce qu'on ne peut pas comprendre cela. Mettez-vous à la place de ceux qui subissent aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y a des morts. En tant qu'homme politique, j'ai été appelé par des familles qui finalement ont perdu plus d'un enfant pour cette affaire de kit. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Alors, comment on peut expliquer tout cela? Comme je l'ai souvent dit, je pense une fois de plus qu'au-delà de l'incompétence, il y a une volonté réelle de nuire à l'action du chef de l'État. Donc vous êtes d'accord avec l'honorable Nithieu qui parle de mauvaise gouvernance? C'est une mauvaise gouvernance. Oui, bien sûr. Quand c'est mauvais, c'est lorsque la mise en œuvre, je voudrais rester dans les thèmes de sciences politiques ou de droit, il y a ce qu'on appelle le fondement d'un texte et sa prescription. Et puis de l'autre côté, il y a ce que nous, les juristes, nous appelons l'opérationnalisation, ou encore sa mise en œuvre. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'il n'y ait pas cette mise en œuvre? C'est le crime d'État, ou c'est l'incompétence. À mon temps, d'ailleurs, moi j'ai appelé ça criminalisation de l'État, c'est-à-dire la criminalisation, au-delà du fait que les gens, de manière inconsciente, engagent l'État dans une très mauvaise voie. La criminalisation, c'est que certains posent des actes pour énerver le peuple, pour inciter le peuple à se soulever. Parce que la criminalisation, c'est le fait de réagir violemment parce que vous sentez que vous êtes victime d'injustice. Et cette criminalisation, je l'ai dénoncée une fois de plus, je condamne ce qui se passe là. Alors, Foussin Djikam, qu'est-ce qui pourrait expliquer finalement cette situation? Là, on a annoncé il y a quelques jours l'arrivée de 4500 kits quand même au Cameroun. Selon certains journaux, les kits seraient même arrivés à Douala, puis acheminés vers Yaoundé. Mais il y a encore 3 jours, des malades faisaient savoir qu'ils n'avaient pas reçu de traitement comme il se fallait. Le messager, par exemple, a parlé de mafia. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? C'est la mauvaise gouvernance. Je crois que le professeur Messanga Yamdi l'a dit en d'autres termes ici, et je partage entièrement son avis là-dessus. Il y a un complot contre le président de la République. Ça, il faut le dire clairement. Ouais. On nous a dit, nous sommes des journalistes. Nous sommes allés à l'information, à la source, et on nous dit, écoutez, au début, on nous disait, à l'hôpital général de Yaoundé, le directeur général avait tout fait pour avoir ses kits avec lui. Et qu'à un moment donné, le ministre de la Santé lui aurait demandé de donner une partie de ses kits à l'hôpital général de Douala et je crois à l'hôpital central de Yaoundé. Et qu'au moment où il y aura la grande commande de l'entreprise Numelec sans publicité, arrivera, eh bien, on va lui remettre ses kits. Au moment où il fallait que Numelec livre ses kits, eh bien, il a dit, non, écoutez, vous me devez, je crois, 1 milliard de francs, je ne peux pas vous les livrer, ça s'est bloqué là. Vous voyez? C'est ça que je parle de mauvaise gouvernance. Et qu'il y a un complot contre le président de ce pays. Il y a des gens qui sont assis quelque part et qui pensent qu'en posant ce genre d'acte, ils vont soulever le peuple contre le président de la République, qui a plutôt de très bonnes intentions pour son pays. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, malgré tout ce qui est en train de se passer, il n'y a pas une décision forte, politique, qui viendrait du sommet de l'État pour prouver qu'effectivement, nous sommes là en pleine criminalisation de l'État? Oui, je voudrais réagir pour dire que c'est vraiment, n'en déplaise au professeur Messanga Nyamdim et à mon voisin, Faustin Djikam, vraiment, il ne s'agit pas d'un complot contre le chef de l'État. Je crois que lui-même est entièrement responsable de ce qui se passe aussi. Parce qu'on ne peut pas me dire que dans un pays où les ministres font ce qu'ils veulent, on a un chef d'État qui est dans l'inertie, qui laisse faire, qui apparemment même ne semble même plus
qui semble être même dépassé par le cours normal des événements. Et puis j'ai le sentiment qu'au finish, en réalité, c'est parce que il a tellement caressé ses ministres dans le sens du poil qu'ils sont aujourd'hui appelés à faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés. Il n'a pas de heureuse dans le choix des hommes. Non, je suis désolé. son action. Le décret qui forme le gouvernement porte bien sa griffe et donc celle de X ou bien Y. Donc il assume entièrement la responsabilité, n'est-ce pas, de ce qui arrive aujourd'hui. Donc je ne peux pas valider la thèse selon laquelle il s'agit d'un complot contre le président de la République. Moi, je dis tout simplement que c'est l'inertie républicaine qui est à l'origine de tout cela. Donc, il faudrait bien que cela soit dit pour qu'on sache qu'effectivement, il ne s'agit pas ici de défendre le RDPC ou bien de défendre un régime qui est croulant. Alors, Maître Charles Tournon, d'autres pistes d'explication qui ont fusé cette semaine, c'est que le Cameroun est en difficulté financière, on en parle tout le temps. Est-ce que cela peut également expliquer la situation, parlant précisément de la crise de l'hémodialyse ou alors dans le traitement des insuffisants rénaux? Non, je ne crois pas. Je pense que, sans remettre en cause les qualificatifs utilisés plus tôt, moi je dis que c'est un scandale, c'est un vrai scandale politique, social, économique et financier. Il est inacceptable que l'on en soit là. Voyez-vous, les hommes publics comme nous, nous avons alerté sur tout. Les crises successives que le Cameroun vit depuis quelques mois et pour lesquelles on se rend compte que ça n'intéresse personne. On a pratiquement oublié déjà ce qu'on a appelé la crise anglophone. On a oublié. C'est passé par perte de profit et les gens pensent que c'est fini alors qu'en fait de compte, ça se poursuit. Les enseignants sont toujours dans la difficulté, les enfants sont toujours dans la difficulté, les avocats sont toujours, n'est-ce pas, dans la difficulté. Aujourd'hui, nous avons eu une crise dans le domaine de la santé, des questions de MST là. J'ai vu un ministre de la Santé venir à la télévision essayer de faire la publicité des condoms. C'est un scandale. Voyez-vous, si le ministre n'a plus que ça à faire, vraiment j'ai été effrayé. J'étais au Mont-Febé et je regardais la télévision, je voyais le ministre expliquer qu'on vendait le condom à je ne sais pas combien. Je trouve scandaleux que quelqu'un qui est chargé de la stratégie de la santé des populations camerounaises puisse se permettre de venir ainsi narguer les populations du Cameroun. Aujourd'hui, ça touche à un segment de la population extrêmement sensible et extrêmement vulnérable. Voyez-vous, si ça avait été des maladies qui durent, on n'en aurait pas parlé. C'est parce que ces gens-là, dans 2-3 semaines, il y en a qui meurent. Donc, effectivement, ça réveille l'attention des gens. En fait, au Cameroun, on s'intéresse à un problème que lorsque les gens commencent à mourir. Et c'est cas, les gens se réveillent et en parlent. Boko Haram, on en parle. Le bateau du Bill qui vient de s'effondrer, je voulais féliciter en passant le ministre de la Défense pour avoir évité que le Cameroun nous sommes encore dans une rumeur incroyable. C'est-à-dire que dans les 24 heures, il a dit ce qui s'est passé. Et vous avez vu que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de spéculation. Nous sommes dans un problème social qui touche à la santé publique et pour lequel un budget est affecté. On ne commande pas, n'est-ce pas, les kits au moment où les gens tombent malades. Tout à fait. On prévient, comme a dit le professeur Yandim tout à l'heure, on commande par séquence. Tous les 6 mois, tous les 8 mois, on sait qu'il y a tant de kits qui arrivent. Qu'on en soit arrivé à des ruptures de stock, parce qu'il s'agit de cela. C'est une question de prévoyance. Nous sommes en rupture de stock. Pourquoi? Plusieurs mois en plus. Est-ce parce qu'il n'y a pas d'argent? C'est ça. Ou est-ce parce qu'en réalité, l'argent est passé ailleurs? Il faut quand on regarde le budget. Parce que les Camerounais, en fait, ne regardent pas la loi des finances. On dit que bon, il y a le président de la République a prescrit les règles, etc. On vous sort un gros texte. Je suis persuadé que sur tous les députés de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas 3 ou 4 qui lisent pas la loi des finances. Je vais vous prendre un exemple. Voyez-vous, dans le domaine qui est le mien, le domaine de la justice, il y a 35 ans, dans la loi des finances, il y avait toujours un poste affecté à l'assistance publique aux Camerounais indigents, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir d'avocats, et l'État leur commettait d'office des avocats. Cette ligne budgétaire n'a jamais changé. Elle a parfois augmenté. Mais de plus en plus, on observe qu'on peut condamner un Camerounais à mort sans avocat. Parce que cette ligne est allée ailleurs. Et cette ligne existe toujours aujourd'hui dans le budget de l'État. Et tout le monde laisse faire parce que finalement on se dit, comme c'est des privés, ils n'ont qu'à se débrouiller et les avocats se débrouilleront. Alors je dis, la question qui nous interpelle ce jour, qui porte sur la santé publique, sur la vie de nos concitoyens, doit, n'est-ce pas, révolter
tout Camerounais, indépendamment de ses opinions publiques et de ses appartenances politiques, parce que je trouve cela extrêmement grave. Et je pense que, après ce que je viens d'entendre sur ce plateau, que le professeur Nandou a dénoncé, il faut en appeler au président de la République. Il faut en appeler au président de la République pour que des sanctions tombent. On ne peut pas laisser les Camerounais souffrir alors qu'il y a de l'argent dans la caisse publique pour régler ces questions. Alors justement, vous me donnez une belle transition là sur la communication. Oui. Le problème aussi, c'est que il n'y a pas de véritable communication depuis qu'il y a cette crise. On n'a pas expliqué véritablement ce qui se passe à ces malades, à ces Camerounais. On ne sait pas s'il y a des problèmes de trésorerie, on ne sait pas s'ils sont... Pourquoi est-ce qu'il y a tant de flou dans cette communication finalement? Mais c'est ça qui en rajoute au scandale. Vous voyez? Parce que quand quelqu'un est malade, comme mon frère qui est là, et qu'il n'est pas informé suffisamment du comment et du pourquoi il n'arrive pas à être soigné, je crois que c'est sa première mort. Vous voyez? Alors, nous avons envoyé sur le terrain, en tant que directeur de publication, nos collaborateurs, mais qui ne sont jamais revenus avec une information fiable, parce que lorsqu'ils arrivent dans les hôpitaux de référence, les directeurs généraux les chassent. Quand ils arrivent au ministère de la Santé, on leur ferme la porte. On préfère goupiller l'information et venir à la télévision présenter des fumisteries et dire, bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, dans le fond, il y a toujours des problèmes. Je voudrais partager avec vous une image très dure que j'ai vécue vendredi dernier sur l'avenue Kennedy à Yaoundé. Il y a un des malades qui m'a repéré dans la foule et subitement a couru vers moi et s'est écroulé à mes pieds pour me dire, Monsieur Ndjikam, pardon, sauvez-nous. Allez dire à ces gens que nous sommes en train de mourir. Vous voyez que c'est très difficile que dans la rue, quelqu'un vienne tomber à vos pieds en pleurant et vous demande de le sauver alors que vous n'avez avec vous aucun moyen de le faire. C'est pour cela que je dénonce fermement et même brutalement cette façon de faire. Professeur Messanga Mzing, dans cette sortie dans la presse, l'honorable ministre demande par exemple aux responsables, j'utilise ce terme, de démissionner, il demande même des poursuites. Est-ce que ce serait une début de solution selon vous? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Il perd son temps. Vous savez, la notion de démission, je peux vous citer plus d'un exemple. Prenez un cas banal. Récemment, Madame la vice-chancellor, qui a été à l'origine de la grève des étudiants, parce que ces étudiants, on leur a demandé de payer des pénalités, ce qui n'est pas prescrit, parce que moi, j'ai discuté avec, en tant qu'homme politique, le ministre Famé Ndongo, c'est un ami. Je ne parle pas au ministre Famé Ndongo en tant que mon patron, ministre d'enseignement supérieur. Je vois un camarade politique et je vois un vieil ami politique à qui j'ai tout à fait le droit en tant qu'homme politique de poser certains problèmes. J'ai dû m'étonner en tant qu'homme politique de savoir qu'est-ce que cette femme faisait encore là. On ne l'a pas démissionné. Il y a eu des mutations, on a pris le temps. Et il y a plusieurs autres affaires comme ça. Il y a eu à un moment donné des problèmes sur le sida. Au-delà de ce fait, il y a les problèmes d'habitat. Mais regardez Douala. Regardez-moi avec mes mauvais yeux. Vous vous trouvez Douala. Regardez l'état dans lequel est une ville comme Douala. Allez voir Yaoundé. Il y a des poubelles partout. Qui devrait les démissionner? Mais alors, écoutez, vous allez voir. Non, parce que je réponds à la question de savoir qu'on va les démissionner. J'ai dit à M. Nuthieu qui perd son temps, on n'a pas cette culture chez nous. Et puis, je vais vous dire quelque chose sur ce point pour répondre. Est-ce que Nuthieu a raison? Vous savez, dernièrement, quelque part chez vos confrères, j'ai évoqué les 4 piliers qui tiennent l'État et qui peuvent accompagner le président de la République. Je voudrais vous donner la singularité à votre émission ce matin de ce que j'ai reçu. 11 membres du gouvernement m'ont appelé, 24 membres du comité central et 5 membres du bureau politique pour me féliciter. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le président a un État structuré. Et j'ai dit que sur les 4 piliers, il y a 2 immédiatement qui doivent accompagner son action. Lorsque les charançons bouffent un de ces piliers, le président est neutralisé. Le premier pilier, c'est le secrétariat général de la présidence, qui doit être une structure de veille et d'accompagnement permanent de la politique du président de la République. Alors quand lui me dit que non, qui est responsable, mon cher ami, même dans les villages, je suis chef de village, j'ai un représentant, je m'assois et je m'appuie sur certains collaborateurs pour régler les problèmes de mon village. Maître Tchungang est ici, il a l'un des plus grands cabinets d'Afrique et même dans le monde. Il a des collaborateurs. Pour peu qu'un collaborateur de cabinet de Maître Tchungang fausse l'affaire, Tchungang n'avance plus. Alors donc je vous dis qu'il y a le secrétariat général de la présidence qui est un pilier sérieux. Oh, le pauvre secrétaire général, il a trouvé une sale maison
où pratiquement 90% des personnes recrutées là-bas ont été recrutées par des gens qui sont en prison, qui jurent à bas Paul Biya. On doit lui couper la tête. Mais il est là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut nettoyer cette écurie. Je vous dis, 11 membres du gouvernement m'ont applaudi. Ça veut dire que je dis quand même ce que les gens pensent. Deuxième pilier, grippé aujourd'hui, mais le cabinet civil. Mais quand ce pilier ne marche pas, que peut faire un président de la République? En son temps, on voyait bien que le président Aïdjo et même ailleurs fonctionnait parce qu'il y avait ces bons piliers. Et sur la trahison, parce que je vais vous revenir sur les 2 derniers piliers égyptiens, prenons le cas de la France. Il a fallu que M. Hollande parte pour comprendre qu'un monsieur comme Manuel Valls était contre lui, qu'il était dans le complot. Il a fallu que M. Chirac parte pour qu'on comprenne que son pire ennemi était Sarkozy. Donc faites attention. Si vous venez jouer ici, nous sommes là pour éclairer le président en lui disant voilà où ça ne marche pas. Et puis les 2 derniers piliers, et je termine là-dessus. Le Premier ministre, on a la chance d'avoir un homme intègre, ouvert, méfiant. Mais que peut faire le Premier ministre quand les 2 supports qui tiennent le président de la République, le secrétariat général, le cabinet civil, fonctionnent avec des comploteurs, des gens des réseaux? Moi j'ai eu à le dire. Je peux vous donner des noms. J'ai eu à dire sur des plateaux que prenez la politique économique du chef de l'État. Elle est menée par quelqu'un que je connais très bien, qui a bien combattu le... Ayem Monger, c'est le chef de la division économique. Alors, très bien. Attendez, laissez-moi chuter. Allez-y, chutez. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Alors, quand vous prenez... Écoutez, même le conseiller spécial du président, que je ne vais pas citer, mais ce grand professeur, qui ne l'a pas vu marteler Paul Biya. Donc, vous voyez que le 4e et dernier pilier, donc, est le secrétariat général du comité central. Nous avons toutes les politiques que nous menons au RDPC sont plombées par une bureaucratie des réseaux maîtrisée par le premier pilier, le secrétariat général, et le deuxième pilier, le cabinet civil. Que peut donc faire Paul Biya quand vous venez nous dire que, eh bien, il y a une criminalisation de l'État? Alors, merci, M. Nyamding. Alors, Alain Djipou, je vous en prie. Vous avez chuté, je vous en prie. Vous avez chuté. Je voudrais dire tout simplement que ne nous prenez pas pour des charlots lorsque nous disons qu'il y a un complot. Il y a un vrai complot contre le président, c'est le complot des réseaux. On a compris, Alain Djipou, mais vous qui parlez justement de ces responsables, ces ministres arrêtés dans le sens du poil, est-ce que vous pensez qu'il y avait des décisions, des démissions par exemple, des gens qu'on les... Est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Je crois que le professeur Messanga Nyamding nous fait croire que Paul Biya c'est un saint et que tous les autres c'est des diables. Tous ceux qui l'entourent, c'est des diables. Donc moi, je ne partage pas cette vision, cette façon de voir les choses dans ce pays. Il y a quand même quelqu'un qui est responsable quelque part. Ceux qui nomment aux emplois civils et militaires, c'est bien le champion de M. Messanga Nyamding. C'est lui qui est donc responsable des forfaitures que ses proches collaborateurs font au quotidien. Donc on ne peut pas aujourd'hui sur le plateau de télévision nous dire que nous faire dédouaner M. Biya de toutes ses responsabilités devant l'histoire et devant les hommes. Il faut nettoyer ses écuries. Je suis désolé. C'est lui qui doit le faire. Et en commençant par lui-même, doit déjà penser à sa retraite pour que effectivement les forces nouvelles de ce pays assurent et rassurent les Camerounais. Qu'est-ce que ces gens Parce que nous avons le sentiment que depuis 35 ans, le régime est dépassé. Donc les Messanga Nyamding devraient aller au placard et laisser l'opinion penser notre nouvelle stratégie. Je suis désolé de le dire ainsi. Donc, pour revenir à votre question, s'il vous plaît, je voudrais quand même dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on focalise simplement sur les matériels de dialyse. Parce que c'est comme un arbre qui cache une forêt de misère. On n'a pas des problèmes d'eau, des problèmes d'appareils. Il n'y a pas que des problèmes d'eau, il y a des problèmes énormes. Des problèmes financiers, des médicaments. Des problèmes d'électricité. Vraiment, tout ce qu'on a énuméré là, ce n'est que des gouttes d'eau. Très bien. Maître Chouchach, vous voulez réagir à Bertine, je pense qu'il y aura peut-être un autre plateau pour débattre des questions liées à la gouvernance au Cameroun. On n'est pas là, il y a une urgence. Voyez-vous, quand il y a une urgence, il faut qu'on règle le problème qui est urgent. C'est-à-dire qu'il y a une urgence et comme depuis quelques années, nous sommes habitués à fonctionner sur le plan d'urgence, je pense qu'il faut qu'il y ait un plan d'urgence du chef de l'État rapidement pour régler cette question actuelle qui est une question de survie de nos compatriotes en difficulté. Et puis les débats concernant la gestion du gouvernement, de la présidence de la République et des partis politiques. Non, ces questions sont permanentes. Le professeur Nyamding a raison de dire que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la conséquence de toutes ces inerties cumulées au niveau du sommet de l'État qui entraînent ces dysfonctionnements.
C'est vrai que lorsque les gens meurent, ça se voit très vite. Lorsque l'eau inonde, comme aujourd'hui, les rues de Douala, ça se voit très vite, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une question d'urgence sanitaire qui se pose. Et cette question d'urgence-là requiert ici et maintenant un plan d'urgence pour régler cette question ponctuelle afin que les jeunes filles, comme celle que j'ai vue dans votre journal l'autre jour, cette jeune fille qui disait que quand une gamine de 6 ans, 7 ans vient à la télévision dire que le ministre est menteur, c'est quand même très grave dans une république. Les promesses non tenues. J'ai écouté cette fille parler, j'avais les larmes aux yeux, je me dis, que puis-je faire pour elle? Le problème, c'est que la solution se trouve ailleurs. Pour sortir justement avec vous encore, Maître Tchalkonga, puisque ce sont ces malades qui nous intéressent, justement, est-ce qu'il y aurait des mécanismes pour qu'ils essayent de mettre la pression juridique? Aujourd'hui, la santé est un droit fondamental. Ces gens qui devraient accéder facilement au traitement, comment est-ce qu'ils pourraient se conserver? Je crois que la responsabilité de l'État dans ce type de choses est engagée. Elle est engagée au plan global, mais au plan individuel, il faut que ces malades s'organisent. Il faut que ces malades s'organisent, n'est-ce pas, pour faire pression sur le gouvernement et mettre en cause, par des voies de droit, parce qu'il y a des voies de droit qui permettent de mettre en cause la responsabilité des dirigeants et des décideurs publics. Parce qu'en fin de compte, nous vivons dans un pays où on croit que, une fois que vous êtes nommé ministre, vous bénéficiez d'une immunité et qu'on ne peut pas vous contrôler, on ne peut pas vous attraire devant les juridictions pour répondre de vos missions. C'est vrai que le décret présidentiel qui vous nomme est un acte de gouvernement qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Mais vous, qui êtes affecté à la tâche, au moment où vous manquez à votre devoir de tâche, à cette obligation de servir, le citoyen peut vous poursuivre à titre personnel parce qu'on peut considérer que les actes que vous posez constituent ce que les publicistes appellent des fautes détachables de service, car en réalité, on nomme pas un préfet pour, n'est-ce pas, aller arnaquer les populations. Ces actes au quotidien que nous vivons sont des actes qui constituent en droit des fautes détachables susceptibles d'engager les responsabilités personnelles de ces fonctionnaires. Alors, je voudrais faire 30 secondes, je vous en prie, le temps passe rapidement. Face à cette démission manifeste de l'État, plusieurs Camerounais de la diaspora en ce moment sont en train de prendre des mesures au niveau de l'Europe et des États-Unis pour fournir aux Camerounais malades des kits véritablement à vil prix. Très bien. Ils vont se mettre en groupe, je crois, de 10 et chacun ne pourra débourser, je crois, que 20 000 francs. Et on leur donnera des kits, parce que des kits en France et aux États-Unis, il y en a à l'appel. Alors ça circule sur la toile et les gens sont en train de s'inscrire. Vous convenez avec moi que les gens ne pourront plus laisser leur famille mourir parce que l'État a décidé de ne pas faire ça. Il faut savoir éviter que ça ne vienne tomber dans l'escarcelle des ONG qui, comme on le sait, sont pilotées par des gens. C'est ça. Par une autre mafia. Voilà. Alors, en abordant le deuxième sujet de ce jour, l'actualité, je le disais, cette semaine, c'est aussi ce nuage qui plane désormais sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Mardi, face à la presse à Yaoundé, le ministre des Sports a voulu rassurer les Camerounais de la capacité du pays à organiser cette compétition, et une sortie accueillie de façon mitigée dans la presse et dans l'opinion publique. Et il faut ajouter que cette fin de semaine, les choses se corsent pour le ministère des Sports et le gouvernement même en général, puisque des réformes qui émanent du dernier comité exécutif de la CAF viennent accentuer les inquiétudes des Camerounais. Avant de commencer avec les questions, permettez de dire bonjour à M. Michel Dissaquet qui nous a rejoint sur ce plateau. Bon dimanche à vous. Bonjour Betty. Alors vous êtes conseiller technique numéro 1 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Vous êtes donc avec nous pour parler de ce sujet-là. On va commencer avec vous, Faustin Dikam. D'abord sur la sortie du ministre des Sports. Je le disais, une sortie qui a été donc diversement appréciée. Une sortie qui intervient mardi avant le comité exécutif. Et dans la presse, on a estimé d'un côté qu'il y avait peu d'inquiétude à se faire sur cette organisation de la CAN. Ailleurs, on a estimé, vous l'avez suivi dans la revue de la presse, que le ministre avait rassuré sans convaincre. Comment est-ce que vous appréciez cette position de la presse? On ne peut pas dire ça. Vous savez, Albertine, que dans une autre vie, je suis journaliste sportif. J'ai couvert plusieurs Coupes des Confédérations et plusieurs Coupes du Monde. D'ailleurs, je reviens de la Coupe des Confédérations en Russie, où ce problème d'organisation de la CAN 2019 se posait déjà dans notre délégation. On discutait ensemble pour voir ce qui était déjà en train d'être fait au Cameroun. Je crois que le ministre a très bien fait de sortir l'autre jour pour rétablir les choses. Bon, maintenant, s'il y a des détails, parce que j'ai entendu ici et là des gens dire oui, est-ce que c'est possible, tout ce qu'il raconte, il n'a pas convaincu, ainsi de suite. Non, je crois que le problème maintenant, c'est de savoir
si effectivement le Cameroun est capable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec 24 équipes, comme la CAF vient de le dire, et je crois avec environ 6 stades. Je voudrais profiter de cette occasion pour dénoncer fermement et même brutalement la façon avec laquelle les autorités actuelles de la CAF veulent traiter le Cameroun. On ne modifie pas un contrat unilatéralement alors qu'il n'y a pas eu survenance d'un problème majeur en l'état. Ouais, ils se sont retrouvés au Maroc et ils ont décidé comme ça unilatéralement que désormais à la Coupe d'Afrique des Nations on passera à 24 équipes et ça commence par le Cameroun en 2019. Et pourtant les autorités camerounaises qui ont certainement déjà du mal à s'organiser dans l'environnement qui est le sien en ce moment, n'en étaient même pas encore sortis de l'auberge. Vous voyez donc que ça a créé une confusion au point où les déclarations du ministre se sont avérées deux ou trois jours après peu convaincantes. Alors, là, on est dans la confusion. Vous évitez très bien ma question, mais je demande, est-ce que vous avez été rassuré, vous, par la sortie? Moi, j'ai été rassuré parce que je connais bien le ministre en charge des sports. Je sais que c'est un baroudeur. Et lorsqu'on vous parle des stades avec des préfabriqués, ça fait rire au Cameroun. Mais il faut faire le tour du monde pour savoir que la majorité des stades aujourd'hui dans le monde sont construits en préfabriqué. Moi, je reviens de Moscou, professeur Messanga Yamdi. J'étais au stade du Spartak de Moscou. Le stade du Spartak de Moscou est monté en préfabriqué. C'est-à-dire que quand vous êtes assis dans le stade, vous voyez vous-même qu'on peut démonter tout le stade et l'espace devient nu. Ce ne sont pas des choses qui sont impossibles. Maintenant, c'est par rapport au temps. Est-ce qu'on peut y arriver? Et puis maintenant, est-ce que l'argent qui a été sorti avant était retenu pour un stade en préfabriqué ou bien pour des stades en béton armé et autres? Autant de questions que je pose donc à M. Michel Zissake qui est avec nous justement. Tout ce que le ministre a dit n'a pas manifestement convaincu tout le monde. Est-ce que mercredi, restons sur mercredi parce que jusqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Cameroun pourrait rester avec l'ancien cahier de charge de la... Je vous remercie Albertine. Je pense que la CAN appartient à tous les Camerounais et toutes les opinions comptent. Alors nous pensons que les interventions des uns et des autres doivent plutôt être des éléments motivants pour que nous, du ministère, nous ne dormons plus. Pour retracer un peu rapidement l'histoire, l'attribution de l'organisation de la CAN a été donnée au Cameroun à travers un cahier de charges. Alors, 2-3 jours, les règles du jeu ont été faussées. Moi, je ne veux pas entrer dans les points juridiques, je ne veux pas entrer dans les intrigues. Je suis venu rassurer l'opinion que nous allons bel et bien organiser la CAN. Nous allons faire comment? Au départ, on avait 4 poules. On avait la poule de Douala Limbe-Boya, que nous allons scinder désormais en 2. Donc, Limbe-Boya, qui a organisé la CAN féminine, va rester comme une poule, Douala comme une poule. À Yaoundé, nous avons éclaté la poule de Yaoundé en 2. Il y a une poule qu'on va appeler Yaoundé Olembe et une autre poule qu'on va appeler Yaoundé Fandena. Donc, lorsque le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, recevait les lions au palais de l'Unité, il a pris un engagement ferme d'organiser une CAN 2019 prestigieuse. Je pense que à travers ça, il y a monsieur le premier ministre du gouvernement qui est en train de coordonner cette activité et la mise en place est coordonnée par monsieur le ministre des Sports, son Excellence Bidounkwa. Alors nous maintenant, les directeurs, on n'a pas droit au sommeil. Donc, il est question pour nous désormais de marcher chacun avec une quantité de cola dans son sac. Lorsque vous écoutez, ça veut dire comme ministère des Sports, déjà, on a adhéré dans le programme que l'on accepte les réformes de la CAN et qu'on va faire avec. Effectivement, madame, nous allons faire avec. Vous serez prêts. Lorsque nous montons nos équations, nous avons le plan A, B et C. Donc, nous avons compris ce que la CAF voulait, mais on ne veut pas créer des problèmes inutile, nous avons réajusté nos manières de faire. Sauf que justement dans l'opinion, Maître Charles Tchunga, on estime, et Faustin Dikam l'a dit, qu'on ne peut pas changer les règles du jeu au cours d'un match directement. Et en plus, certains acteurs du sport, des personnes
en Africa Foot ont eux-mêmes reconnu que le Cameroun a des difficultés déjà avec cette CAN, le premier cahier des charges, et venir ajouter tout ce qui a été dit comme réforme, c'est pas du tout possible. Quel est votre avis finalement sur cette question? Je pense qu'il faut qu'on arrête de faire de la précipitation. Vous savez, il ne faut pas que l'on nous prenne pour des enfants, idiots. Des idiots. Vous avez eu l'attribution de la CAN avec un cahier de charges. Ce cahier de charges avait des contraintes, notamment en ce qui concerne les stades, les infrastructures de communication, les infrastructures routières, les infrastructures hôtelières, etc., etc. Les stades secondaires. Le plan a été fait autour de ce cahier de charges. Nous actons qu'à 16 mois de l'événement, vous n'êtes même pas à 30% de l'exécution du premier cahier de charges. Je crois que ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres qui sont là pour nous dire que le premier cahier de charges n'est même pas exécuté à 30%. Il se trouve donc que, et Faustin a raison de le dénoncer, je juste espère que le Cameroun dénonça ce changement de règles pour essayer de se rattraper en disant c'est parce que vous l'avez fait que je n'en veux plus. Non, vous venez me dire sur un plateau de télévision que passer de 16 à 24 ne vous pose aucun problème. Que maintenant, là où vous n'avez pas pu faire pour 16, vous allez faire pour 24. En prenant votre ciseau, vous découpez Yaoundé en deux, vous découpez Douala en deux, vous découpez le Nord en deux, peut-être que l'Ouest aussi en deux. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On ne construit pas des routes comme ça en 18 mois. On ne construit pas des nouveaux hôtels comme ça, de cette quantité en 18 mois. Même pour les raisons de Sinon, sécurité. vous allez finir par faire comme mon pays d'adoption, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous allez prendre des conteneurs pour faire des hôtels. Plusieurs athlètes des Jeux de la francophonie sont dans des conteneurs. On a pris des conteneurs, là, on a préfabriqué, on dit que bon, on aménage un peu rapidement, et les gens dorment là-dedans. On a chassé les élèves de l'université d'Abidjan, l'université universitaire, pour loger. C'est pas sérieux. Ou on le fait ou on le fait pas. Un événement comme la CAN, c'est pas simplement pour jouer au football. C'est pour permettre de booster notre économie. C'est pour permettre de booster le secteur hôtelier. C'est pour permettre de booster le secteur du transport. C'est pour permettre de booster le secteur des télécommunications. On a vu le bon qualitatif que la CRTV a fait dans la CAN féminine. Exceptionnel. Pour une fois, la CRTV a tout filmé et a remis simplement le signal aux télévisions étrangères. C'était fantastique. Parce qu'on s'y est pris à temps. Et que les ministres concernés, en tout cas le ministre de la Communication, s'est investi avec le directeur général de la CRTV pour faire que cela soit. Ne nous faites pas croire que en 16 mois vous allez le faire. Je pense que la sagesse eût voulu que, compte tenu des contraintes aujourd'hui qui sont les nôtres, je parle des contraintes non simplement de calendrier, mais des contraintes de nouveaux cahiers des charges, mais également des contraintes budgétaires. N'oubliez pas que nous sommes entrés en ajustement structurel, même comme les gens ne veulent pas le dire. Oui, donc, il va se poser des problèmes de ponction budgétaire pour financer ces efforts nouveaux. On sort d'un débat sur la démondialise, là, où il y a des problèmes pour acheter des médicaments. La sagesse nous voulu que le Cameroun, intelligemment, cède à son tour à quelqu'un d'autre pour prendre le tour suivant et se préparer. Il ne faut pas que, en 2019, l'on vienne ici, quand on voit les gens la nuit, comme j'ai vu sur la route de Douala-Yaoundé, une société de travaux publics, qui a travaillé toute la nuit pour fermer les nids de poules, qui sont revenus après la CAN féminine, parce qu'on voit aujourd'hui que les trous reprennent sur la même route. Donc il faut que nous soyons sérieux, et que si nous voulons bâtir pour l'avenir, que lorsque nous organisons un événement comme celui-là, que l'on embellisse également le pays. Très bien. Un exemple pour terminer. Oui, mais... Ouais, je ne prends pas beaucoup la parole, mais je vais être précis. Moi, je sors de Barcelone, une ville où j'ai passé mon adolescence. Je n'ai pas reconnu la ville. Parce que les Jeux Olympiques ont transformé cette ville-là. Extraordinaire. Je n'ai pas reconnu le port. J'allais visiter le bateau de Christophe Colomb. Et depuis là, on l'avait déplacé, on avait créé un port de plaisance, etc. On voit la montée de Montjuic. C'est exceptionnel. Les hôtels ont jailli de partout. Les autoroutes sont sorties de terre. On voit que cette métropole a effectivement bénéficié des Jeux Olympiques. Or, la CAN féminine que nous avons organisée récemment, en quoi ça a changé le pays? Quand je regarde le Cameroun, ça n'a rien changé. Hein. Vous arrivez à Limbe, vous avez les mêmes problèmes. Hein. Vous arrivez au Stade Amadou Ahidjo, vous avez exactement les mêmes problèmes. Donc par conséquent, il faut que ces événements-là, qui sont des événements internationaux, nous accueillons plein de monde, et à l'occurrence nous accueillons l'Afrique, il faut qu'on voit que le Cameroun est un beau pays, un pays d'hommes travailleurs qui est capable de montrer un autre visage que celui que l'on voit tous les jours
par exemple, la crise, n'est-ce pas, sanitaire dont nous venons de parler. Alors, avant de passer à la parole au professeur Niamdi, vous voulez réagir? Je voulais tout simplement dire que... Je suis prêt à vous donner ma part de cola. Merci. J'apprécie l'inquiétude de maître, mais je voulais tout simplement rappeler que les réflexions des stades, c'est entre 10 et 12 mois. Ça veut dire qu'on a même repoussé la CAN jusqu'en juin. Donc en matière d'infrastructures hospitalières et hôtelières, nous n'avons pas de problème. Sauf que quand on repousse, permettez-moi, on repousse les stades en juin à juillet, c'est une saison pluvieuse. Or, on sait que les stades du Cameroun ne sont pas couverts, par exemple. Ça fait peut-être un budget de plus. Comment vous allez justifier tout ça dans votre cahier de charge? Moi, je pense qu'il y a le stade de Japoma, 50 000 places. Le stade Olembe qui sera couvert. 60 000 places, ce sont des stades qui seront couverts. Et pour renforcer cet aspect des choses, nous avons recensé un certain nombre de stades, notamment le stade de la BEAC, le stade de la CNPS, le stade d'Odja, le stade de la CAT. Et les cas de charges sont clairs pour qu'un stade comme celui-là, c'est le stade d'entraînement. Il faut un terrain gazonné et les vestiaires. Alors, c'est ça. Allez à Lumumbashi pour voir. Je vous rappelle que j'ai été le coordonnateur administratif de la CAN féminine, la poule de Boya. On a apprêté tous les terrains d'entraînement, mais à notre grande surprise, la coordonnatrice technique a plutôt programmé 2 équipes par stade pour les entraînements. Donc je pense que toutes les équipes sont là, elles sont légitimes. Mais vous allez mettre... Mais nous sommes en train de nous appeler à abriter une CAN. On reviendra à vous, professeur Msanga Niamdi. Allez-y, vous pouvez réagir. Sur la CAN, professeur, vous avez la parole. Oui, merci. Vous savez, si j'étais le ministre du conseiller technique, je l'aurais limogé. Je vous aurais limogé. Heureusement que vous ne l'êtes pas. Ah, mais je le serai peut-être un jour. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Absolument. Monsieur le conseiller technique, je vous aurais limogé. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans quel état vous avez des bons yeux et le stade de la S. Vous parlez du stade de la CNPS, il se trouve. Nous disons qu'on les a Non, recensés. attendez, ne me coupez pas. On ne coupe pas les gens sur un plateau. Allez-y. Surtout lorsqu'on occupe certaines Je vous en prie, responsabilités. Vous savez, le Cameroun est gouverné par des imposteurs. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation très difficile. Vous savez que votre ministre est mon ami. Vous savez que j'ai causé avec M. Bidoumpal, je le dis sur un plateau de télévision. Quand j'ai dit que nous, au RDPC, nous nous battons pour que ce pays marche, parce que c'est le seul vrai soutien, avec Jean Koueté et les autres, pour que les choses marchent, c'est la bureaucratie qui ternit tout ce que nous faisons. Je voudrais vous dire que comment, prenons un seul exemple. Prenez Cameroun Tribune, je vous donne une date, du 5 juillet, où j'ai entendu parler un responsable des infrastructures de ce même ministère. J'étais scandalisé. Mais ce monsieur nous dit que le stade de Japoma que vous citez a été confié à des personnes qui ne sont même pas spécialistes de la construction des stades. On a découvert qu'ils n'avaient jamais construit. Non, moi, je veux qu'on vous invite souvent dans un plateau. Gardez ce genre de monsieur en otage. Pour qu'on voit un peu l'image des gens qui veulent défendre la politique du renouveau que nous nous soutenons. Ils sont en décalage. Ils ne comprennent rien. Ils vous disent à la fin que non, à Yaoundé, on peut construire Yaoundé 1, Olembe, Yaoundé. Olembe où on n'a même pas encore posé des pierres. Non, je voudrais revenir sur les... Le ministre a dit que 12 mois étaient suffisants. Permettez-moi de vous dire, puisque c'est un ami politique. Je pense que le ministre a hérité d'un ministère pourri par un ancien opposant au régime. Adoum Garoua. Adoum Garoua était un ancien du MDR. Il n'a rien foutu dans ce ministère. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus de reconstruction et de prise à main par le pauvre bidon. Vraiment, je dis le pauvre qui se bat. Ce monsieur nous a apporté plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, une récemment encore. Ce monsieur est un biaïste, il croit au chef de l'État. Moi, je ne doute pas de lui parce que d'ailleurs, quand je parle de complot, je vois le complot à 3 niveaux. Complot contre le président Paul Biya. Oui, et je veux dire. Complot contre Bidoupat et complot contre le peuple camerounais. Très bien. Moi, je pense que je vais chuter en vous disant que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que ailleurs, quand Charles Ateba Yenewa, surtout à son temps, a fait état de ce que nos bâtisseurs, nos illuminatis étaient, nos gens de loge étaient des imposteurs, on a dit qu'ils racontaient des histoires. Ailleurs, on admire les gens de loge. Ici, ce sont des imposteurs
C'est-à-dire, quand ils vous disent qu'ils sont francs-maçons ou rosicruciens, on mis quelques-uns qui sont sérieux aussi. Ça, il faut le dire. Charles n'a jamais été contre les francs-maçons, mais il dit que nos francs-maçons africains camerounais là ne sont pas des bâtisseurs. Alors, très bien. Alors, pour terminer, je dis donc que ce qui se passe lorsque le chef de l'État a dit un jour le Cameroun, c'est le Cameroun. Albertine, les gens ont cru que le Cameroun, c'est qu'on peut encadrer l'improvisation. Je sais que cette Coupe d'Afrique des Nations se tiendra parce qu'elle tient à cœur le chef de l'État. Je sais qu'elle se tiendra, mais elle se tiendra dans de mauvaises conditions. Et je termine sur ce point en vous disant, 34 ans après, moi, le BIAï, c'est moi qui ai fondé le BIAïsme. Et je voudrais vous dire dans ce sens que, qu'est-ce qu'on peut dire aux Camerounais 34 ans après concernant les infrastructures sportives? J'allais vous poser la question, on reviendra. Je vous dire quand même que les gens ont volé. Il y a des Camerounais plus riches que le président. Alors, et aujourd'hui, merci Messanga Nyamding. Alors, Faustin Jikam, professeur Messanga Nyamding vient le dire lui-même, il y a justement des observateurs qui ont dit que le Cameroun a une image à défendre dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations et elle va se tenir. Mais à quel prix? À quoi peut-on s'attendre après? Puisqu'elle va se tenir, finalement, c'est une thèse qui est défendue par plusieurs. On va finalement tenir cette Coupe d'Afrique, mais dans quelles conditions? Qui va supporter le surplus? Parce qu'il faut couvrir les stades, il faut revenir avec des infrastructures hôtelières, ça va faire peut-être un peu plus d'argent qu'on n'en a pas aujourd'hui. Comment est-ce que vous prévoyez tout ça, vous percevez tout ça, je voudrais dire? Lorsque nous avons dit relativement à la crise d'hémodialyse au Cameroun que le chef de l'État était victime d'un complot, on nous a pris au premier degré. Tout à fait. Je vais donc vous dire que, en ce qui concerne l'organisation de la CAN féminine et même de cette CAN, le patron a encore été victime d'un complot. Et comment? Très bien, merci. Le ministre Bidumpat, tout le monde le sait, est plein de bonne volonté. C'est un baroudeur, c'est un travailleur. Mais c'est un biaïste. Bidumpat est victime d'un groupe de personnes tapis au sommet de l'État qui font du nombrilisme ethnocentrique. Ça fait finalement un État avec plusieurs groupes de personnes. Oui, je vais vous dire comment. L'État est divisé. Je vais vous dire comment. Et je prends le conseiller technique du ministère à témoin. Pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines, jusqu'à présent, soyons sérieux. Vous savez pourquoi est-ce que toutes les infrastructures du stade Amadou Ahidjo ne sont pas toujours mises en place? On a fait signer au chef de l'État un budget. Au moment où il fallait débloquer ce budget, on a demandé au ministre Bidumpat d'attendre. Il a attendu et on est rentré dans la pratique du bricolage. Jusqu'à présent, même les stades d'entraînement ne sont pas finis. J'habite à côté. J'habite tout à côté. J'ai envie de vous demander... Je veux donc vous dire autre chose. Est-ce que vous savez que pour la Coupe des Confédérations, le ministre des Sports, jusqu'à la dernière minute, n'a pas eu le budget qu'il fallait pour se retrouver en Russie? Est-ce que vous savez que le ministre des Sports s'est retrouvé en Russie seul avec son secrétaire particulier qu'il a payé de sa poche? Est-ce que vous savez qu'il a été bloqué à l'aéroport de Vnukovo à Moscou pour 160 €? Je vous en prie. Est-ce que vous savez? Permettez-moi de vous demander, s'il existe tous ces goulons d'étranglement, je vous l'ai dit, ce monsieur est victime d'un complot. S'il existe tous ces goulons d'étranglement, pourquoi le ministre des Sports prend sur lui de rassurer les populations? C'est un homme politique, il est obligé de suivre... faire la langue de bois. Non, c'est pas la langue de bois. C'est pas la langue de bois. Écoutez, il y a des choses qui sont faites. Mais on ne comprendra jamais comment est-ce que quelqu'un est ministre des Sports, celui qui doit gérer soit le personnel qui doit travailler, on vous dit la décision vient de la primature. Quand il faut débloquer de l'argent, on vous dit la décision vient du secrétaire général de la présidence. Voilà. Du coup, il est esselé, il est bloqué, il ne peut pas avancer. Mais je te dis ça. Et vous voulez qu'il vienne le dire à l'antenne, c'est à nous de le dire. Michel Zissaké, je vous en prie, vous avez manifestement réfléchi à la situation au ministère des Sports. Vous nous dites que vous allez organiser cette CAN avec tout ce qui est comme réforme annoncée de la CAF. Où est-ce que vous allez prendre le surplus qu'il faudra dans votre budget, parce qu'il en faudra un. Vous n'allez pas le dire. Je ne suis pas financier, mais je pense que la très haute hiérarchie a donné son onction. Donc je ne suis qu'un instrument de l'administration. Donc je suis venu rassurer le public que nous allons organiser cette CAN. Mais je continue à dire que la CAN appartient à tous les Camerounais. Donc toutes les interventions, toutes les inquiétudes sont légitimes. Donc chacun doit mettre la main dans la pâte pour que vous nous accompagniez.
On a parlé tout à l'heure de l'insalubrité ou autre. Ce n'est pas le ministère des Sports qui viendra demander aux Camerounais de nettoyer les devantures. Qu'on débloque les moyens à temps et qu'on laisse le ministre Donc, des Sports je veux travailler vous dire tout simplement que nous sommes sereins, nous sommes prêts à accueillir cette CAN. Le Cameroun est un pays d'hospitalité légendaire. Rien ne nous gêne d'accueillir 24 autres pays. Parce qu'il y a des... Il faut avoir la capacité de le faire au-delà de l'hospitalité. Vous vous rendez compte? Le sous-directeur des infrastructures au ministère des Sports dit dans le journal pro-gouvernemental Cameroun Tribune que l'entreprise Potomac italienne qu'on a choisi pour construire le stade de Japoma n'avait jamais, c'est après qu'ils se sont rendus compte que cette entreprise n'avait jamais construit un stade. Très bien. Maître Toutouma, vous n'êtes manifestement pas d'accord. Je vous en prie. Vous n'êtes manifestement pas d'accord avec vous. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, n'est-ce pas? On ne trompe plus personne. Le monde est devenu un petit village et que tout le monde sait ce qui se passe partout. Même si je vous suis, par patriotisme, on va dire ça comme ça. Et je vois que ce n'est pas possible. Parce qu'il faudrait une noria de bateaux. Puisque ces préfabriqués se font en Chine. Vous savez. Pour écouter. Ça va être comme les gadgets. En Italie. Non, ça va être comme le même. C'est pas bateau que ça vient. Parce que c'est pas avion. Est-ce que le budget qui avait été débloqué avait prévu qu'on devrait construire? Le problème c'est quoi? Non. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que ça va être comme les gadgets, je pense le contrôle du professeur Nyandim, de la campagne électorale présidentielle, qui sont arrivés après la campagne. Vous pouvez tout promettre. Après, parce que je vois maintenant qu'on les vend. Après, même quand on va au palais des congrès, on vous les vend maintenant à l'entrée du palais des congrès. Moi j'en ai acheté quelques-uns de ces gadgets parce qu'il y avait une très belle montre que j'ai acheté moi-même. Donc je dis simplement que arrêtez de mentir aux Camerounais. Parce que là, c'est des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges d'État, ce sont des mensonges personnels. Parce que vous êtes parfaitement... Quand on vous dit que vous allez marcher, chacun a fait son sac de cola. C'est parce que vous savez qu'il va falloir que vous ayez que vos journées soient multipliées par 2. C'est parce que vous ne dormez pas la nuit. Est-ce que c'est pas faisable? Humainement, mais c'est une image. Mais c'est une image. Je vais vous prendre les super stupes. C'est ça. Dans votre projet. Prenons d'abord les transports, parce que c'est un élément important dans notre projet. Les transports. Nous n'arrivons pas à desservir nos régions. Par avion, il n'y a pas de train. Vous faites comment? Par bus? On n'a pas de route. On fait comment? Selon le cahier des charges, on n'a pas de 200 km, c'est l'avion. Partout où il y a les poules, il y a les aéroports. Est-ce qu'il est possible que je termine? Je vous en prie. Je parle de ces infrastructures. Nous savons qu'elles ne sont pas là. Elles sont incomplètes. Notre compagnie, l'unique compagnie nationale, nous avons déjà beaucoup de problèmes, même pour desservir la seule capitale étrangère qu'elle dessert depuis sa création. Prenons les infrastructures de communication. De communication. Là également, il y a des efforts colossaux pour accueillir la masse des communicateurs. Parce que voyez-vous, les communicateurs, là, dans chaque stade, il va y avoir ce qu'on appelle des positions commentateurs. Au coin de nos stades là aujourd'hui, prenons le problème des infrastructures hôtelières, etc. Non, mais c'est important parce que on nous fait croire que ce qui est humainement impossible sera possible au Cameroun. Sera possible. Je reste avec vous, maître. Et je dis quelle image nous donnons à ceux qui viendront? Le tourisme, les hommes d'affaires, on avait créé un comité auprès du Premier ministre pour gagner ça, dans lequel la Chambre de commerce était membre. Est-ce que le Cameroun devrait se laisser imposer quand même les réformes de la CAF aujourd'hui? L'autre question. Mais le Cameroun n'a pas le choix. On ne demande pas votre avis. Est-ce qu'on devrait dénoncer, par exemple? J'ai vu les résultats. C'est ce nouveau président qui a été élu avec Ahmed Ahmad. Avec très peu de voix, a pratiquement eu l'unanimité pour la réforme. Parce qu'il y a 3 pays qui sont prêts. Oui. Il y a 3 pays qui sont là, le Maroc, l'Algérie, ils sont prêts à accueillir cette CAN. Mais ça me dit. Oui. Oui, est-ce qu'on, sur la même question, est-ce qu'on devrait se laisser... Ce n'est pas voir le Cameroun mourir, hein. Alors moi je pense que... Est-ce que c'est un complot? C'est également un autre grille de lecture qu'on a... Comme vous le faites remarquer, c'est un complot. en lien avec en relation avec votre question, le président Paul Biya a-t-il oui ou non prévu un budget pour la construction de ces stades? Oui. On peut passer l'argent. C'est la question. Vous comprenez? Bon, et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, alors que le président Amadou Ahidjo a hérité des stades bien construits, Garoua, Yaoundé, Douala,
et même quelques stades périphériques. C'est Paul Biya qui mérite les préfabriqués. Moi, je voudrais vous dire quelque chose, et je chute là-dessus. Je voudrais vous dire que ce n'est pas de la faute de certains s'ils ne sont jamais allés en Europe. Le préfabriqué, ce n'est pas du béton. Nous sommes allés en France, on a vécu à l'étranger. Que les gens ne racontent pas des histoires. C'est de la ferraille. C'est de la ferraille. Ferraille à vis avec quelques petits appareils qui permettent des bâches et autres. Et puis, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui se passe est le reflet global d'une gouvernance opaque. Sur la CAF. Mais bien sûr. Sur la CAF, je vous en prie. Au niveau des... Maintenant, sur la CAF, je reviens sur la CAF. Quand je parle de gouvernance opaque à des personnes à qui on a confié le décret. Parce que vous savez, regardez bien les Camerounais aujourd'hui. Je vous assure, certains s'en foutent du décret. Quand vous leur dites décret, décision, parce qu'ils disent qui est là. Quand on lui dit c'est tel qui est là, ils disent bon, on peut aller. Regardez par exemple la promotion, la nomination de Mikwaché. On est sûr qu'il y aura une dynamique qui va s'implanter à l'université. Ça, c'est sûr. Parce qu'on dit, oh, au moins lui, ça va aller. Très bien. On Bon, va je que le temps passe. je chute sur la CAF, je vous promets. Oui. Eh bien, mais la CAF, c'est l'organe exécutif des autres fédérations et la fédération camerounaise en fait partie. Une chose est sûre, nous allons nous battre pour avoir cette canne, parce que, pour matérialiser cette canne, parce que le président Paul Biya tient à cette canne. Il a dit pour 2019. Mais attention, si les choses ne s'arrangent pas dans les 2 mois qui suivent, moi je peux aussi vous dire que nous courons le risque de voir de la peine. En péril, de la voir être en péril. On va sortir par vous, monsieur Michel Isaké, au ministère des Sports. Est-ce que vous avez l'impression que la CAF a fait un mauvais jeu en imposant ces réformes dès 2019? Est-ce que je pense que mon voisin a tout dit. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai dit que je ne voulais pas polémiquer. Il y a quelque chose qui est caché. Je ne peux pas avoir envie de faire des commentaires dessus. Mais je continue à dire que nous avons parcouru le cahier des charges en ce qui concerne toutes les activités de cette compétition. Alors, nous sommes en train de nous atteler à mettre les choses en place. De bouche, pas matériellement. Pas de bouche. Parce que nous parlons plus comme nous avons accueilli la CAN féminine ici. Au départ, personne ne vendait cher la peau du Cameroun. Nous l'avons fait. Donc il y a Boya qui est calé. Je vous prends une seconde. Oui, professeur. Ne mentons pas au Cameroun. Nous avons réussi la CAN féminine, mais les infrastructures n'étaient pas achevées. Là encore, c'est la magnanimité du ministre et quelques Camerounais qui ont camouflé. Vous savez comment il se sacrifie. Comme quand le président passe, on va mettre la peinture au bord de la route. Merci à vous, Michel. Mais ne dites pas que du point de vue infrastructurel, franchement, merci. Très bien, merci à vous, d'être venu. Je vous en prie. Une question sur le dernier sujet, s'il vous plaît. C'était au sujet donc de l'affaire Monseigneur Bala. Il reste quelques minutes seulement à passer ensemble. Alors, on va commencer par vous, Maître Tchungon. Cette plainte annoncée par les évêques alors qu'ils ont décidé de réceptionner le corps, comment est-ce que vous l'interprétez? Elle arrive un peu tard, finalement, cette voie qui vous l'a prêtée, de saisir la justice et de constituer un collège d'avocats pour représenter les évêques dans le cadre de cette affaire? Oui, autant j'ai dit tout à l'heure que la question spirituelle doit rester entre les gens qui s'occupent des âmes, autant je dis que les questions sociales doivent relever les institutions sociales. Quand il y a un assassinat, quand il y a une mort suspecte, comme dit le procureur général, la première règle qui s'impose à la victime, c'est de se plaindre. Tout à fait. On a perdu 1 mois et demi, mais ce n'est pas du temps perdu. Bon, elle n'est pas tard, ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Ils ont pris des professionnels. Je pense que la vérité se saura. Parce qu'en fin de compte, ces avocats vont accéder au dossier de la procédure. Ils vont savoir, ils vont avoir entre les mains les conclusions de l'autopsie du 2 juin. Ils vont avoir entre les mains les conclusions de l'autopsie du 22 juin, parce que tout à l'heure, j'ai vu votre collègue dire qu'il y avait eu 2. Il y a eu 3 autopsies. Et ils vont avoir entre les mains les conclusions de l'autopsie, n'est-ce pas, de ces médecins venus d'ailleurs avec la science infuse. On saura pourquoi on est passé de la première à la seconde autopsie, alors qu'il n'y a pas de partie, alors qu'il n'y a personne qui demandait de contre-expertise. On saura pourquoi on est passé de la seconde expertise à la troisième. Et enfin, ils vont pouvoir demander des actes. Solliciter des actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne sont pas d'accord avec la dernière analyse, ils vont pouvoir demander une contre-expertise. Ce qu'ils ne peuvent pas faire s'ils n'avaient pas porté. Et c'est un droit qui est dans le code de procédure pénale.
Moi, je n'ai pas compris que pour une mort suspecte, on est passé un mois à se parler par voie de communiqué. Quand vous êtes victime, vous consultez un avocat, il vient vous rencontrer en tant que client, il vous dit voici ce qu'il y a dans le dossier. Et à partir de là, vous prenez vos positions. Donc cette polémique qui a chauffé les réseaux sociaux pendant un mois et demi, c'était une polémique complètement inutile. On a soupçonné des gens, des noms ont circulé, on a dit que c'était un crime d'État, alors que je suis convaincu que lorsque la vérité apparaîtra, il y aura beaucoup de gens qui vont se taire. Alain Djipo qui nous a rejoint pour refermer ce plateau. Certains ont justement peut-être estimé que tout ce temps perdu, finalement réceptionné le corps, revenu un mois après avec cette éventuelle plainte qui sera déposée, c'est faire de la diversion. Quel est votre avis? Ça, on l'a lu dans la presse. Peut-être que l'Église a finalement reculé, on l'a également lu. Non, l'Église n'a pas reculé. Moi, je note pour ma part que les rapports entre le régime et l'Église sont toujours, j'allais dire, opaques. Pour dire quoi? À un moment donné, dans ce pays, on a vu le régime accuser l'Église de vouloir manœuvrer pour le renverser. Maintenant, l'Église se plaint que le pouvoir tue ses bergers, essaye de fourvoyer, si vous voulez, son fonctionnement à travers des actes suspects comme la mort, tout à fait suspecte, n'est-ce pas, de Monseigneur Mbala. Pour dire quoi? C'est pour dire que la relation entre les deux entités est une relation ambiguë. À un moment donné, quand ça les arrange, ils s'entendent sur l'essentiel, c'est-à-dire le régime et l'Église. À un moment donné, on se rend compte que l'Église a tellement vécu dans la désolation, dans la tristesse, a enterré des morts qui ne sont jamais, dont les circonstances n'ont jamais été élucidées. On a évoqué le cas de Monseigneur Plumet, Monseigneur Bassé et autres. Aujourd'hui, ce n'est qu'une mort de trop qui s'est ajoutée à la liste. 30 secondes. Et le régime a tout fait. Je vous en prie, 30 secondes. Voilà. Il faut savoir qu'il y a toujours un problème chaque fois que le pouvoir temporel tente de s'immiscer dans le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel est au-dessus de tous les autres pouvoirs. Maintenant, c'est aux églises, pas seulement l'église catholique, de pouvoir changer de paradigme de réflexion par rapport à la perception qu'ils ont de l'État. Vous savez, j'ai fait une petite étude quand l'évêque de Bafia est mort. Je me suis rendu compte qu'en 30 ans, il y a eu quelques évêques, quelques prêtres et quelques sœurs, tous de l'église catholique, qui sont morts dans des conditions aussi controversées. Mais de l'autre côté, je n'ai pas pu compter 2, 3, 4 pasteurs de l'église protestante ou bien des imams qui ont été tués de la même façon au Cameroun. Ça vous dit qu'il y a un problème. Et ce problème doit être géré à l'intérieur de l'église elle-même. C'est donc la fin de cette... J'aurais voulu faire... Juste une seconde. Allez. Je voudrais peut-être dire que l'église est hiérarchisée, l'église catholique. Les évêques n'ont pas capitulé. Ceux qui ne savent pas comment l'église fonctionne, je crois que le Vatican est intervenu à l'effet de demander au clergé de reprendre le corps. C'est qui a été démenti, je crois que ce qui a été démenti par les évêques quand même. Non, quand je dis est intervenu, c'est-à-dire pour demander qu'on apaise. Moi je crois qu'il faut faire confiance enfin à notre justice. Et je crois que la plus grande justice, c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice des hommes. C'est la fin de cette édition de Droit de Réponse. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur notre plateau. À vous, chers téléspectateurs, à l'équipe technique nous accompagner ce dimanche. Bon dimanche à tous. D'hémodialyse. Et c'est encore l'honorable Nietzsche qui entretient les lecteurs sur ce qu'il qualifie de crime d'État, parlant de la souffrance des personnes malades. L'organisation de la CAN était aussi au menu des journaux cette semaine. Cette organisation de la CAN donc est aussi au menu de l'actualité cette semaine. Et c'est Cameroun Tribune qui fait savoir dans sa une du 19 juillet qu'il n'y a pas d'inquiétude. Le quotidien gouvernemental s'appuie sur les déclarations du ministre des Sports qu'au cours d'une conférence de presse a rassuré l'opinion quant à la détermination du gouvernement à tenir ses engagements alors que les chantiers se poursuivent. Pour Bidounkpat, les infrastructures seront prêtes 3 mois avant la compétition.
Par contre, le journal Info Matin, parlant de la CAN 2019, fait savoir que Bidounkpat rassure sans convaincre. Pour ce journal, le ministre des Sports a tenté d'étouffer sans grande conviction le flot de critiques autour de l'impréparation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mutation pour sa part pense que ça se complique pour le Cameroun s'agissant de la CAN 2019 et la récente sortie de la Confédération africaine de football qui fait savoir que le nombre d'équipes participantes pourrait passer de 16 à 24. La revue à la hausse des infrastructures est aussi mentionnée. Mutation propose donc à ses lecteurs des réactions diverses à ce sujet. Merci Donald Agnozoa pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Merci, bon dimanche à Albertine. Ces sujets et bien d'autres seront donc au menu de ces débats. À dimanche. À dimanche. À présent, donc, on fait le point des panélistes qui nous accompagnent pour cette édition de Droit de réponse. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous ce dimanche Maître Charles Tchoungran. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, bonjour à mes co-panélistes et à vos téléspectateurs. Alors, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, surtout ancien bâtonnier. Vous avez été à la tête de l'ordre entre 2006 et 2009. C'est exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous d'être là. Faustin Djikam, bonjour et bon dimanche. Bonjour Albertine, bonjour à tous les panélistes, particulièrement au bâtonnier Maître Tchoungran que j'ai le bonheur de retrouver sur ce plateau. Vous êtes journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous Alain Djipou, bon dimanche. Bonjour Albertine, merci pour l'invitation que vous m'avez faite encore une fois. Je voudrais dire merci à ce panel. C'est pas tous les jours qu'on a un cocktail explosif qui va enrichir probablement votre débat aujourd'hui. Et vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite en ce dimanche où tous les fils du Saint-Esprit sont avec nous dans ce studio. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce dimanche également avec nous, professeur Charlemagne Messanga Mding. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Et surtout, je voudrais vous dire merci une fois de plus pour cette invitation, parce qu'il a vraiment fallu être là. Je voudrais saisir cette opportunité, je dirais triste par rapport au décès de la mère d'un ami, le gouverneur de la région du littoral, pour lui adresser à sa famille mes vives condoléances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, sociopolitiste, enseignant à l'IRIC. Vous êtes surtout chef du département de l'intégration et de la coopération pour le département de l'intégration et de la coopération. Donc à l'IRIC, vous êtes également membre du comité central du RDPC, membre titulaire. En fait. Et je vous avoue que je suis fier d'être au RDPC. Et chaque fois, quand j'ai l'opportunité de le dire, je voudrais remercier le président de la République parce que lorsqu'il fait personnellement appel à moi au comité central, j'ai ce qu'on appelle les militants de la toiture, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une cellule, un comité de base ou une section qui s'en sont offusqués. Mais ils n'ont pas compris une chose, le président voudrait avoir à côté de lui des gens qui maîtrisent au moins l'idéologie du parti. Alors, le temps est donné. On va y aller rapidement, mais d'abord, je vais vous inviter, cher monsieur, à réagir sur quelques sujets d'actualité arrivés en fin de semaine. D'abord, cette affaire à l'église évangélique du Cameroun. Nous avons longuement parlé de ce sujet sur ce plateau. Eh bien, un rebondissement. Nous nous souvenons que le 22 avril dernier, donc, les chefs traditionnels Sawa annonçaient le schisme du peuple Sawa de l'église évangélique pour protester contre l'élection d'un nouveau pasteur à la tête de cette congrégation religieuse. 3 mois après, et après des mouvements d'humeur et plusieurs audiences, puisque l'affaire a été portée en justice, on a appris vendredi que le tribunal de grande instance de Fourie a décidé de suspendre donc les effets du processus électoral ayant conduit à la désignation de ce nouveau bureau, suspendu également toute prise de fonction de ses dirigeants. Faustin Djikam, première réaction à cette décision de justice. Je rappelle que vous êtes ancien d'église, l'église évangélique du Cameroun. Ben écoutez, l'église évangélique du Cameroun est sereine. Il arrive des moments où même dans votre propre maison, vous avez des problèmes avec vos enfants. Vous allez même jusqu'au tribunal, mais après vous finissez toujours par vous entendre. Donc pour être sérieux, il est constant que le bureau élu actuel de l'église évangélique du Cameroun est au travail. Il est aussi constant qu'une décision a été prise au niveau du tribunal visant la suspension des activités de ce bureau. Mais c'est une décision qui est attaquable sur tous les points. Et je vous assure que ce n'est pas fini. C'est une décision qui est attaquable tant dans la forme que sur le fond. Et les spécialistes de droit vous diront
que lorsque une décision est prise ainsi, on ne peut pas directement verser dans l'euphorie et l'agitation telle que je vois les uns et les autres faire. Le procès ne fait que commencer. Voyez-vous? Et ce qui se passe à l'église évangélique du Cameroun aujourd'hui n'est pas nouveau. À l'heure où je vous parle, le président élu de l'église évangélique du Cameroun est en train de travailler. Ça veut dire que... Ce que je voulais dire, c'est que ce que j'observe, c'est que la propension des groupes de pression au Cameroun à instrumentaliser la justice pour régler des questions évidentes, c'est-à-dire des questions que tout le monde voit qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un juge, commence à inquiéter, doit pouvoir inquiéter les Camerounais. Il faut qu'on cesse. Chaque fois qu'on a tort d'aller instrumentaliser la justice pour se donner raison. Voyez-vous, nous avons suivi, comme tout Camerounais, je ne suis pas membre de cette église, en tant qu'observateur, j'ai bien vu que ces assises se sont déroulées, qu'au départ il y avait 5 candidats, qu'on en a éliminé 3, que 2 se sont maintenus, que les 2 ont accepté d'aller aux élections. Et à la fin de l'élection, j'ai vu des images où les 2 se congratulaient et j'entends encore le perdant dire qu'en fait, il va apporter tout son soutien au vainqueur. Et je ne comprends pas que subitement, des autorités traditionnelles s'érigent en juges, n'est-ce pas, de la saouité. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans cette zone culturelle, mais ils me disent souvent que les Sawa, ils partent, n'est-ce pas, du nord de la Sierra Leone et on les retrouve vers l'Angola. Est-ce que le territoire de ce grand peuple de l'eau aurait diminué tout simplement parce qu'il faut absolument diriger une église de Jésus? Il faut faire attention. Non, mais la loi de 1905 qui règle la question de la séparation des églises et de l'État fait en sorte que chaque fois que les institutions étatiques doivent intervenir dans ces questions-là, il faut absolument à chaque fois en référer au ministère de l'administration territoriale qui est le juge, n'est-ce pas, des églises chez nous. Donc par conséquent, moi je considère que bon, cette décision qui est une décision de référé, par définition provisoire, j'apprends qu'elle a été attaquée, donc je suppose que les conseils de l'église ont dû demander que cette décision soit sursis à exécution. Il faut donc attendre que la loi des hommes s'exprime sur les questions qui ne relèvent pas. Juste avant de passer, lorsque vous dites qu'on instrumentalise la justice, ça veut dire que la justice, elle est très fragile. Elle est facilement influençable. Écoutez, j'ai écrit un ouvrage là-dessus. Je pense que je suis suffisamment attaqué sur mon ouvrage de l'impossible justice au Cameroun. L'accès au droit, l'accès à la liberté, l'accès à la justice au Cameroun est de plus en plus problématique. Lorsque vous regardez nos palais de justice et les dossiers qui s'y passent, on a parfois comme l'impression que la justice n'est pas du tout du côté où la vérité est. Et que la pression judiciaire finit toujours par pencher du côté où il y a la pression amicale, sociale, tribale, financière, voire politique. Et l'on s'interroge sur la neutralité de notre système judiciaire qui aurait dû être l'arbitre des conflits en société. Parce que la justice n'est pas là pour créer des difficultés aux citoyens. La justice est là pour apaiser, pour réconcilier et pour rétablir ceux dont les droits ont été omis et violés dans leurs droits. C'est ça une justice. Mais voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, quand vous interrogez les Camerounais, ils ont de plus de mal à vous dire, lorsqu'ils ont un conflit, je vais en justice. Ils préfèrent régler leur conflit au village, à la maison, dans les entreprises, en arbitrage, que d'aller voir l'autorité judiciaire. Parce qu'il y a une crise de confiance réelle du système auquel j'appartiens. Moi, j'en suis membre, donc je suis également comptable de ces dysfonctionnements-là. Alors, ce sera un autre sujet pour vous, professeur Sangayamding, avant de prendre ce qui nous intéresse principalement ce dimanche à l'international. Donc, Guillaume Soro qui demande pardon à Laurent Gbagbo au moment où l'on annonce qu'il est de plus en plus esselé en Côte d'Ivoire, mais également la CPI refuse cette liberté provisoire qui était attendue et dans un contexte de mutinerie en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que vous analysez tout cela en tant qu'enseignant à l'IRIC, des questions internationales? Un commentaire peut-être sur cette actualité à l'international brûlante? Alors, ce qui est bien, c'est que nous restons toujours dans le champ de la justice. Et là, nous passons de l'échelle nationale à l'échelle internationale. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de justice, on parle du droit, aussi bien à l'échelle interne qu'à l'échelle internationale. Il aussi autour de 2 points très importants. Le premier point, c'est l'écriture juridique. L'écriture, c'est-à-dire quand on adopte les lois,
on a vu dans quelles conditions, à partir du traité de Rome, où les États africains se sont engagés, que malheureusement, à l'échelle internationale, les Européens, il faut le dire ainsi, les grands, les super grands, ont fait de la CPI un instrument qui devait régler les comptes à certains chefs d'État africains. Même si je ne suis pas contre la CPI, il faut le dire, au regard de ce qu'on a connu en Afrique, les horreurs que nous avons connues dans certains pays africains, il faut dire malheureusement, quand on voit ce que a posé comme acte un George Bush, ou encore Nicolas Sarkozy et bien d'autres, on peut se poser des questions sur le fondement même de la validation de la mission de cette institution. Alors le deuxième problème concernant ce pardon, vous allez voir bien le lien avec la posture affichée par M. Soro, c'est l'interprétation maintenant même de ces lois. Vous verrez qu'à l'échelle interne, pour faire une transition avec ce que venait de dire brillamment Maître Tchunga, je voudrais dire que aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle interne, les juges ont deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord qu'on valide des lois qui ne correspondent pas toujours à la réalité sociétale. Quand il vous dit qu'on va par exemple régler les problèmes au village où il y a la justice populaire, c'est parce que le législateur lui-même... Les églises sont en train de fonctionner. Ça veut dire que ce dimanche, si vous allez à Douala, si vous rentrez dans la ville de Douala, vous verrez bien qu'il y a des pasteurs qui sont à leur poste et il y a des fidèles qui sont venus écouter la parole de Dieu. Il reste quand même que mais le bureau tout de mis en même, place ne pourra pas prendre fonction. Ben, le bureau a même déjà, il y a déjà eu passation de service. C'est ce que je voudrais vous préciser. Depuis longtemps, de quoi ça fait? C'est depuis le 19 juillet que la passation de service a eu lieu. Toutes les clés ont été remises au bureau élu, que ce soit les clés du bureau du président général élu, que des chéquiers même remises à la trésorière. Donc moi je pense que dans cette affaire, nous devons rester calmes et attendre que la justice donne tous ses verdicts. Mais je vous assure que le bureau élu est prêt et il va attaquer cette décision qui a été prise, je crois, d'ici 24 heures. Et vous verrez bien que il y a ce que le feu pasteur président Fouchivé appelait dans l'église des pasteurs sans robe et des robes sans pasteur. Et c'est regrettable. Alain Djipou, sur cette affaire de l'église évangélique du Cameroun, est-ce qu'on peut considérer, au point où on en est, que les revendications du peuple sawa étaient quelque peu fondées avec cette suspension annoncée par la justice en fin de semaine? Bon, il faut faire attention et savoir raison garder à un moment donné. Ce n'est pas une bataille qui concerne une ethnie, hein, en ce qui me semble. En fait, pour revenir sur ce qui s'est passé jeudi, c'est que les juges de référé ont pris une ordonnance, justement, vous l'avez rappelé, qui suspend les effets du processus électoral au sein de l'Église évangélique et la prise de fonction du bureau général mis en place. Ça se fait en minutes, l'exécution se fait sur minutes. Et il se trouve que après, n'est-ce pas, cette ordonnance, les avocats de l'Église évangélique se sont saisis de l'affaire et puis ont introduit déjà un recours pour demander au niveau de la Cour d'appel à ce que cette ordonnance-là soit rapportée. Donc je crois que c'est là l'intérêt, n'est-ce pas, de cette bataille juridique qui s'annonce aujourd'hui, à savoir si un tel recours est suspensif des effets de droit ou pas. Je crois qu'on a d'éminents juristes sur ce plateau qui vont nous éclairer là-dessus. Et de mon point de vue, dire qu'aujourd'hui, avec cette première ordonnance qui est attaquée déjà, c'est la victoire d'un peuple issu des eaux du Cameroun, ce serait peut-être aller un peu trop vite en besoin, parce que le fond du problème ne concerne pas une bataille entre Bamileke, Sawa, Bamoun. C'est tout simplement parce que... Vous croyez vraiment qu'il s'agit peut-être de ça? Je vais vous dire, l'Église évangélique est une grande entité qui est fondée sur 3 grands groupes sociologiques, à savoir d'un côté les Sawa, les Bamileke et les Bamoun. Il se trouve tout simplement qu'à un moment donné, on a eu des démocrates qui n'ont pas accepté le verdict des urnes et ont estimé que les consultations électorales de Ngaoundé n'étaient pas tout à fait régulières. Bon, toutes choses qui sont d'ailleurs prévues par les textes fondateurs de l'EEC. On n'avait pas besoin d'aller dans les tribunaux pour trancher ce cas
ce contentieux post-électoral. On aurait pu tout simplement s'appuyer sur les textes de l'Église pour régler ce litige-là. Sauf que toutes les parties ne s'entendent pas justement sur cette thèse. Je voulais réagir rapidement. Ce n'est pas. Oui, très rapidement, je voudrais dire qu'un contentieux qui est interne à une organisation religieuse comme le EC ne devrait en principe pas se retrouver devant les tribunaux. Parce qu'il y a toutes les institutions en place au sein de l'Église évangélique du Cameroun qui auraient pu régler ce problème. Mais maintenant, ceux qui ont choisi d'amener l'Église dans la rue, toutes les conséquences, ils vont les assumer. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que ceux qui n'ont pas porté plainte, et je veux parler des prétendus laïcs Bamoun engagés, dont on entend parler ici et là, ils n'ont porté plainte nulle part, mais ils sont en embuscade et ils font de l'activisme. Il faut que cela s'arrête. On n'est pas dans une église qui est construite sur du sable mouvant. L'église évangélique du Cameroun est bâtie sur du roc. Il y a des tests. Bon, les gens peuvent maintenant aller dans les tribunaux, mais il faut savoir qu'après le tribunal des hommes, il y a le tribunal de Dieu qui les attend. Alors, Maître Charles Toundan, comment est-ce que vous appréciez cette décision rendue par le tribunal de grande instance de Voury, cette suspension qui est une mesure provisoire, d'après ce qu'ont dit les juges, mais qui est déjà critiquée par certains juristes qui estiment qu'elle représente peut-être une violation de l'interdiction cardinale qui est faite aux juges de référer de ne pas préjudicer au fond. Comment est-ce que vous appréciez? Écoutez, je voulais d'abord rétablir la validité procédurale pour dire que le tribunal de grande instance n'a rendu aucune décision. Le tribunal de grande instance du Voury a été saisi par une assignation en annulation des résolutions prises à Gaoundéré. Et puis, secondement, alors que ce juge, qui est le président du tribunal de grande instance, qui a plus de pouvoir, et tous les pouvoirs que le juge du tribunal de première instance, alors qu'il était saisi du contentieux au fond, s'est vu un peu doublé. Ils sont repartis voir le juge des référés, qui est un juge du provisoire, qui effectivement doit préjudier au fond, qui, alors que le juge du fond a été déjà saisi, s'est cru devoir décider, n'est-ce pas, qu'il faille suspendre ces résolutions et empêcher l'installation d'un bureau au demeurant déjà installé. Bonjour à tous et merci mesdames, messieurs de nous faire l'honneur d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, à votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. L'actualité cette semaine a encore été marquée par les sittings des malades insuffisants rénaux à Yaoundé. Depuis plusieurs semaines, en effet, ces patients font face à d'énormes difficultés pour accéder à leur traitement. Problème, les formations sanitaires font régulièrement face à des pénuries des kits de dialyse. Cette semaine encore, et malgré l'annonce de l'arrivée d'un nouveau stock, ces malades ont manifesté à Yaoundé pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié de fausses promesses du ministre de la Santé. Une situation qui a suscité une sortie virulente d'un élu du peuple cette fin de semaine dans la presse. L'honorable Jean-Michel Ninchen, député SDF, a indiqué que cette crise était un crime d'État, appelant à la démission des responsables. On en parle dans cette édition de Droit de réponse. L'actualité cette semaine, c'est encore et surtout, c'est aussi donc ces doutes et ces peurs qui planent sur l'organisation de la CAN 2019, la Coupe d'Afrique des Nations. Face à la presse en début de semaine, le ministre des Sports a essayé de rassurer l'opinion publique et les nombreux observateurs qui doutent de la capacité du gouvernement à réussir le pari de l'organisation de cette compétition. Une sortie du ministre des Sports qui a été diversement appréciée dans la presse. La pression est encore plus grande avec les dernières réformes annoncées par la CAF à l'issue donc de son comité exécutif. La CAN, nouveau look, sera imposé dès 2019 aux pays organisateurs. Un ensemble de choses qui font dire à certains que pour l'organisation de la CAN 2019, le Cameroun est peut-être hors jeu. Enfin, la presse a encore parlé de cette affaire cette semaine. Après plusieurs jours de bras de fer, l'Église catholique a décidé de réceptionner le corps de l'évêque de Bafia, non sans annoncer d'éventuelles batailles judiciaires pour faire la lumière sur cette affaire. Une posture des évêques vers laquelle penche également la famille biologique de Monseigneur Bala.
Pour un certain nombre de journaux, en agissant ainsi, la conférence épiscopale a tout simplement reculé et l'on assisterait peut-être là à des plaintes de la diversion. Voilà donc les sujets retenus pour cette édition de Droit de réponse. Mais avant de faire connaissance avec nos panélistes, je vous invite à suivre la revue de presse. Et ce dimanche, ce sera avec vous, Donald Agnozoa. Bon dimanche à vous. Bonjour Albertine Bidjaga et merci de me passer ce sujet. Il s'agit bel et bien de la revue des Unes parvenue à notre rédaction tout au long de cette semaine. Et la presse est longuement et abondamment revenue sur la nouvelle affaire, sinon l'affaire Monseigneur Cléda, la nouvelle expression dans sa parution du 18 juillet 2017 parlant du décès de Monseigneur Bala, titre en sa une, ambiance électrique à l'hôpital général de Yaoundé. L'épiscopat s'était réuni en ces lieux pour identifier le corps et réceptionner la dépouille de Monseigneur Bala. Au cours de cette cérémonie d'identification, l'on a pu percevoir comme un air de désaccord entre Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, et Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé. Mais il n'en était rien suivant le démenti du service de communication de l'Église catholique qui a par la suite publié le communiqué qui fait savoir que la conférence épiscopale nationale du Cameroun entend se constituer partie civile et envisage porter plainte contre X pour assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Au sujet de cette plainte, le quotidien Info Matin pense qu'en acceptant enfin de réceptionner le corps, non sans fixer la date des obsèques, du 2 août au jeudi 3 août, l'Église catholique du Cameroun doit désormais se taire. Et s'il y a un qui n'a pas gardé sa langue dans sa poche, c'est bien le docteur Jean-Paul Oum, présenté comme un compagnon de longue date du défunt. Le docteur Oum, dans les colonnes de la Nouvelle Expression, s'est dit révolté en entendant la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre qui, le 4 juillet, a conclu à une thèse plus proche de la noyade en rendant compte du rapport de la deuxième autopsie effectuée par les experts internationaux sur la dépouille de Monseigneur Bala. Pour le docteur Oum, Monseigneur Bala a été assassiné et il faudrait bien que la justice soit faite à ce sujet. Et c'est dans la foulée de cette actualité, autour du décès de Monseigneur Bala, que le président de la République a offert une enveloppe d'environ 2 millions de francs CFA aux pêcheurs qui ont accompagné les pompiers dans la recherche du corps de Monseigneur Bala. Qu'en sera-t-il du pêcheur malien, s'interroge la Nouvelle Expression, véritable héros de cette trouvaille. Sera-t-il bénéficiaire du million présidentiel? L'avenir nous le dira. La presse cette semaine s'est intéressée à la crise de dialyse et c'est le député Jean-Michel Nietzsche qui donne la répartition par centre hospitalier des 3,8 milliards de francs CFA que l'État a prévu chaque année pour la prise en charge des malades. Le député STF à l'Assemblée nationale, dans une tribune à lui offerte par la Nouvelle Expression, martèle que rien ne justifie la tragédie que ces patients vivent en ce moment et exige que les responsables rendent compte. Le journal Mutation, au sujet des centres d'hémodialyse, donne aussi la parole à l'honorable Nietzsche. Le député indique que la somme de 3,8 milliards a été prévue dans le budget de l'État 2017 pour l'équipement des unités de personnes souffrant d'insuffisance rénale. D'après le parlementaire, cette dotation permettrait d'acquérir 95 000 kits. Le journal Mutation, pour équilibrer son information, est revenu sur les dernières déclarations du ministre de la Santé. Pour le journal Le Messager, s'agissant de la crise d'hémodialyse, parle donc de mafia autour des kits. Quand il valide les lois, il ne se pose pas la question de savoir si ces lois sont en conformité avec nos réalités sociétales. Le deuxième point, je termine là-dessus, c'est l'interprétation de la loi. Et là, il faut avoir parfois le courage de dire qu'il y a parfois soit la fantaisie, soit l'incompétence. Moi, j'ai effectivement, en tant que professeur de droit public aussi, j'ai été parfois, et je l'ai observé dans certains tribunaux, je vous prends un cas tout banal, un juge qui requalifie, par exemple, les faits lors d'une audience, il ne prend pas la peine de recommencer. Moi, j'ai connu ça avec beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Il y a des juges qui vous disent qu'ils sont juges. Je l'ai vu par exemple à Yabassi. Ils vous requalifient un fait et ils ne recommencent pas la procédure. Et ça vaut annulation. Tout acte qu'ils posent devient nul. Bon, alors on vous dit que les gars sortent de l'ENAM, les gars sortent d'ici, les gars sortent là. Et c'est l'insolence de ces gars que nous formons au droit, hein, qui malheureusement, une fois sur le terrain, sont suivis par l'argent, par l'insolence, par le mépris. Même si à côté, il faut reconnaître qu'il y a de très bons juges. Alors concernant M. Soro, je termine là-dessus, je pense qu'il s'agit d'une stratégie à l'effet de montrer que les initiatives de paix de monsieur le président Ouattara ne tiennent pas. Vous avez vu que monsieur le président Ouattara a initié
une certaine médiation. Mais M. Soro, qui se sent en danger avec l'arrivée de Bakayoko comme ministre de la Défense, veut dévancer effectivement M. Ouattara à l'effet de montrer que la conciliation ne doit pas se faire entre des personnes d'un même camp. Il a demandé pardon à M. Ouattara et il a eu le courage de demander pardon à M. l'ancien président Gbagbo. Moi, je dis qu'il faut saluer cela. C'est aussi ça qu'on appelle la stratégie. Alors, merci à vous d'avoir réagi à ces sujets. C'était également l'actualité cette semaine. On y va donc avec le premier arrêt de ce débat, la crise de dialyse au Cameroun. Depuis plusieurs semaines, je le disais, des malades insuffisants rénaux manifestent dans des formations sanitaires pour réclamer des soins. L'hôpital général de Yaoundé est l'épicentre de ces mouvements d'humeur qui, depuis quelques temps, cette semaine, un élu du peuple a réagi dans la presse, une sorte de tribune libre, donc, l'honorable Jean-Michel Ninche du SIF, Alain Djipou, ce n'est un secret pour personne, vous êtes personnellement touché par cette maladie, donc l'insuffisance rénale. Vous avez suivi tout le déroulement de cette actualité dans la presse cette semaine. Est-ce que quand l'honorable Ninche dit que c'est un crime d'État, vous trouvez l'expression appropriée à la crise que l'on traverse, ou alors c'est un peu fort? Moi, je crois que c'est conforme à la réalité. Je voudrais dire que la sortie de l'honorable Ninche a jeté un pavé dans la mare pour indiquer tout simplement que, effectivement, depuis un certain temps, si vous suivez régulièrement l'actualité dans les formations hospitalières dites de référence chez nous, il y a une sorte de crise qui secoue, n'est-ce pas, ces formations-là. C'est que les malades d'insuffisance rénale sont en proie à une prise en charge devenue de plus en plus compliquée du fait, n'est-ce pas, de l'insuffisance des matériels nécessaires matériels et consommables de dialyse. En fait, qu'est-ce qui se passe? La norme voudrait que nous, malades d'insuffisance rénale, nous soyons pris en charge 3 fois, que nous fassions des séances de hémodialyse 3 fois par semaine. Ça, c'est la norme. Or, il se trouve qu'au Cameroun, compte tenu d'un certain nombre de la conjugaison de certains facteurs, de la conjugaison, n'est-ce pas, de certaines conjonctures, on est réduit à 2 séances de hémodialyse. Ce qui n'est pas normal. Maintenant, avec l'entrée en scène de la pénurie des kits justement, qui torpille la programmation dans les différents services d'hémodialyse contre le pays, ça fait donc que les malades sont réduits à une seule séance hebdomadaire. Et vous voyez, dans la foulée, plusieurs sont tombés sur le carreau, plusieurs ont du mal à tenir. Et finalement, on a le sentiment que la sortie du député vient comme pour secouer un peu le cocotier, parce qu'on sait très bien que ces centres hospitaliers de référence bénéficient des subventions de l'État. On a parlé de 3,8 milliards de francs CFA, ne serait-ce que pour la prise en charge de l'insuffisance rénale. Et c'est pour cela qu'on s'interroge de savoir si cet argent-là, si ce budget-là qui est alloué chaque année est utilisé à bon escient dans l'esprit, dans le sens de pouvoir subvenir aux besoins de prise en charge des malades. Alors, professeur Chalmaï Msangamding, comme le rappelle Alain Djipou, l'on apprend, ou alors il rappelle cette semaine dans la presse, l'honorable Ninche, qu'une enveloppe budgétaire globale de 3,8 milliards a été de subventions de l'État, donc a été prévue cette année pour les centres d'hémodialyse au Cameroun, dont 700 milliards, par exemple, pour le centre d'hémodialyse à Yaoundé. Je le disais, c'est l'épicentre des mouvements cette semaine. 700 millions. 700 millions. 700 millions, oui. 700 millions, je voudrais dire, 700 millions, voilà. Alors, l'honorable Ninche parle de mauvaise gouvernance pour expliquer la situation que l'on traverse, cette crise. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? D'abord, il faut dire que l'honorable Ninche, que je connais très bien, qui est un ami. Vous savez, au Cameroun, on n'est pas habitué à voir des personnes